Bonjour à tous, merci à vous d'être avec nous sur France.tv et notre chaîne YouTube. Bienvenue depuis la salle des fêtes de la mairie d'Avignon avec à nos côtés 5 candidats qui ont décidé de briguer la succession de la maire sortante, la socialiste Cécile L, qui a décidé de ne pas se représenter. Sont donc avec nous David Fournier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le candidat de l'Union de la gauche et des écologistes. Merci à vous d'être avec nous. Anne-Sophie Rigaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate pour le Rassemblement national. Mathilde Louvain, bonjour. Bonjour. Vous êtes la candidate pour LFI. Olivier Galzi, bonjour. Bonjour. Candidat sans étiquette, tout comme vous, Stéphane Fiori. Bonjour Monsieur Foller. Candidat sans étiquette, merci à vous 5 d'avoir accepté notre invitation. Nous allons vous interroger sur la sécurité, la propreté, les transports, le logement et la culture, mais auparavant évidemment. Revenons sur ce fait d'actualité, la mort de Quentin Derenc, militant nationaliste le 12 février dernier, c'était à Lyon. 11 personnes ont été interpellées, dont 2 collaborateurs de Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde et député LFI de la première circonscription du département de Vaucluse. La ville d'Avignon fait partie de cette circonscription, d'où l'impact évidemment de cette affaire sur l'élection municipale. Mathilde Louvain, Raphaël Arnaud soutient depuis le début de votre candidature. Est-ce qu'il est toujours le bienvenu dans votre campagne ? Alors peut-être rappeler déjà que notre mouvement La France Insoumise et moi-même en tant que candidate, je condamne très fermement la violence qui a pu avoir lieu ce jour à Lyon, qui a entraîné donc la mort du jeune Quentin Derenc à seulement 23 ans. Je déplore cette mort et je condamne cette violence évidemment, et rappeler que nous n'étions pas présents en tant que militants France Insoumise, ni notre député Raphaël Arnaud. Et donc, il n'est en rien responsable de cette situation très malheureuse. 2 assistants parlementaires. 2 assistants parlementaires de Raphaël Arnaud oui. étaient... Vous me posez la question sur Raphaël Arnaud, donc je précise qu'il n'était pas présent et qu'il n'est en rien responsable de cette situation. Après, comme tout citoyen et citoyenne, j'ai entièrement confiance dans la justice et une enquête est en cours. Donc, je ne me permettrai pas de la commenter, de dire que cette confiance pour établir les faits et les responsabilités, puisqu'on parle bien de responsabilités d'individus. Le lien entre LFI et ce groupuscule de l'ultra-gauche qui a été donc formé par Raphaël Arnaud et qui organisait dans une salle pas très loin de sa permanence parlementaire des formations à l'autodéfense. Vous étiez au courant de ça ou pas du tout ? Alors peut-être rappeler que la Jeune Garde est un mouvement qui est dissous depuis plusieurs temps. Il n'y a pas de Jeune Garde à Avignon. Vous parlez peut-être d'autres mouvements antifascistes à Avignon qui sont préexistants à l'arrivée de Raphaël Arnaud sur notre territoire. Et ces mouvements antifascistes qui existent, puisque nous sommes dans un territoire du Vaucluse, bien implanté avec des réseaux et des groupuscules d'extrême droite très virulents. Olivier Galzi, vous appelez sur les réseaux sociaux à la démission de Raphaël Arnaud, qui est député, je le rappelle, LFI de la première circonscription. Sa position, sa situation au sein de la représentation nationale n'est plus tenable ? Écoutez, la Jeune Garde est peut-être dissoute, mais en tout cas, la griffe qui représente le logo de la Jeune Garde sur la permanence de M. Arnaud n'a pas été dissoute parce qu'elle était encore ce matin. Donc moi, ce que je constate, ce sont des faits. Les faits, c'est qu'on a un monsieur qui s'appelle Raphaël Arnaud qui a créé et qui a formé les gens de la Jeune Garde. Parmi eux, il y avait 2 de ses proches qui ont, semble-t-il, puisqu'ils ont été arrêtés, participé à quelque chose qui a conduit à la mort du jeune Quentin. Je considère qu'il a une responsabilité morale et politique dans cette histoire. Et moi, en tant qu'Avignonnais, je vais vous dire, j'ai mal pour ma ville, qu'il soit le député qui représente notre ville. Je trouve qu'il la salit. Il salit aussi, avec son titre de député, la République. Et si j'étais lui, je démissionnerais. Donc vous l'incitez à démissionner. Maude Bréjon, qui est porte-parole du gouvernement, à aller dans le même sens que vous. Il doit quitter, même de façon provisoire, sa fonction, son mandat de député de la première circonscription, dont dépend la ville d'Avignon. Je le crois. J'entends Madame Louvain qui nous explique qu'elle déplore la mort du jeune Quentin. Mais à un moment donné, la violence, Madame Louvain, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de la brutalisation du débat politique qui est organisé par votre parti, la France Insoumise, et elle vient
de la Jeune Garde qui a été créée et formée par votre soutien, monsieur Raphaël Arnaud. Donc oui, à un moment donné, ses soutiens ont entendu ce qu'il a dit. Quand il appelle à dézinguer, je le cite, à dézinguer ses adversaires politiques, c'est ce qui s'est passé dans les rues de Lyon. Donc il a une responsabilité politique et morale. Ça me paraît juste une évidence. David Fournier, est-ce que ça a une influence sur d'éventuelles discussions d'entre-deux tours? On a entendu ce matin Patrick Kanner, qui est le patron des sénateurs socialistes au Sénat, donc dire LFI, c'est un parti d'extrême gauche, on doit couper tout lien avec eux. Quelle est votre position? Parce qu'on sait qu'il y a des positions, enfin il n'y a pas unanimité au sein du Parti socialiste sur cette question-là. Tout d'abord, permettez-moi de dire que ce qui s'est passé, c'est un drame absolu. Et que toute violence n'a pas sa place dans la société, encore moins en politique. Et j'appelle l'ensemble des débatteurs aujourd'hui à être posés, à prendre de la hauteur et à être, quelque part, en position de protection de la population et notamment sur Avignon. Moi, j'ai toujours fait confiance aux forces de l'ordre, j'ai toujours fait confiance à la justice de mon pays et il faut laisser la justice, dans son indépendance, prendre les bonnes solutions et le temps de prendre des bonnes solutions. Ce débat que vous évoquez, je vais y répondre, c'est un autre débat, il ne faut pas tout mélanger et surtout pas poser la question, je vous invite à la poser un peu plus tard, dans le cadre d'une affaire, d'un drame absolu. Il doit démissionner. Maintenant, même question qu'à Olivier Galzi, il doit démissionner, Raphaël Arnaud. Mais moi, je ne réponds pas sur ce point-là. Moi, ce que je souhaite, c'est que le débat soit posé aujourd'hui sur les municipales, sur ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire un programme pour les Avignonnaises et les Avignonnais, et pas tomber dans le populisme. Évidemment, monsieur Arnaud, mais enfin, il y a une actualité qui impacte très directement cette campagne des élections municipales. Encore une fois, on parle d'un député de la République qui est élu sur la première circonscription. Ça fait 3 fois que je le répète, mais Avignon fait partie de cette circonscription-là. Est-ce qu'il doit être à nouveau présent à l'Assemblée nationale ou il doit se mettre en retrait? Cette décision appartient non seulement à l'Assemblée nationale, mais également, elle appartient à son parti. Ça doit se régler en interne dans son parti. Vous n'avez pas d'avis là-dessus? Je ne sais pas que je n'ai pas d'avis, mais la question ne se pose pas dans le cadre des municipales. C'est votre avis que je demande. Non, mais moi je ne suis là que pour débattre pour les municipales. Anne-Sophie Rigaud. Oui, en effet, la mort de Quentin qui remonte à quasiment une semaine jour pour jour, a une résonance toute particulière au sein de la Cité des Papes, puisque comme vous l'avez dit, Raphaël Arnaud a 2 de ses collaborateurs et également un ancien stagiaire qui serait apparemment parmi les personnes qui aujourd'hui sont entre les mains de la police et de la justice. Évidemment, nous allons attendre que toute la lumière soit faite, mais Raphaël Arnaud ne peut pas rester aujourd'hui député de la Nation, député de la République, et j'appelle sans réserve une démission immédiate du député de la première circonscription de Vaucluse. J'ai entendu l'appel un peu timide de Monsieur Galzi, qui est quand même soutenu par l'UDI et Horizon, qui ont contribué l'année dernière, en 2024, à son élection. Permettez-moi aussi de dire, Monsieur Fournier, votre silence assourdissant depuis une semaine interroge, d'autant plus que vous, comme Madame L, comme les élus de la majorité, avez appelé à soutenir, à faire voter en faveur de Raphaël Arnaud. Donc oui, bien évidemment, j'appelle moi la démission immédiate de Raphaël Arnaud, qui aujourd'hui n'a plus sa place au sein de l'enceinte de l'Assemblée nationale, lui comme ses collaborateurs. Monsieur Fiori. Écoutez, vous avez... question, il doit rester, il doit démissionner? Est-ce que vous avez un avis, vous? Moi, écoutez, sur cette depuis que j'ai commencé ma campagne sur les réseaux sociaux, je n'ai jamais répondu aux attaques parce que je considère que répondre aux attaques, c'est déjà par les mots, c'est de la violence. Bien évidemment, je déplore le décès de Quentin. Maintenant, je n'ai pas à m'exprimer sur cette procédure judiciaire. Et donc, aujourd'hui... Non, mais là, il n'est pas question de procédure judiciaire. Ma question, c'est est-ce que Raphaël Arnaud doit rester député de cette circonscription ou pas? Monsieur, je suis sans étiquette, apolitique, donc je ne vais pas me prononcer. Vous êtes candidat à une élection municipale. Oui, mais c'est quelque chose qui... Vous êtes dans le jeu politique. C'est quelque chose qui relève du national. Après, à titre personnel, je déplore bien évidemment ce qui s'est passé. Mais tout ça, voilà. Mathilde Louvain, il y a
Oui, vous aviez quelque chose je à pense rajouter. que je peux me permettre de réagir à Je ce vous en qui vient prie, allez-y. d'être dit. Encore une fois, je pense qu'il y a de la confusion dans vos prises de parole, puisque, encore une fois, je le rappelle, quand il y a des faits de violence, il faut que les personnes qui les ont commises soient arrêtées et soient jugées. Donc je rappelle que, alors, sauf si je ne suis pas au courant, mais ni vous ni moi ne sommes juges dans cette situation. Et rappelez également que la Jeune Garde dont vous parlez comme un groupe qui est désormais dissous, d'où vient-il ? D'où vient la Jeune Garde ? Alors, La Jeune Garde, je me permets de le préciser, parce que c'est important dans ce contexte historique que nous vivons actuellement avec une montée de la violence. Et cette violence, elle vient d'abord des groupuscules d'ultra-droite. Et cette Jeune Garde, elle s'est montée à Lyon. Vous n'avez pas raison, Mathilde Non, Louvain. mais je me permets de le rappeler, elle s'est montée en réaction à de la violence qui était à Lyon, mais ailleurs. Cette violence, elle s'exprime contre les minorités, Alors, vous contre les étrangers, et c'est en réaction à ce type de comportement que la Jeune Garde s'est montée. Donc je me permets de le rappeler. Je ne suis pas porte-parole de la Jeune Garde, je ne suis pas porte-parole de M. Raphaël Arnaud, je suis candidate aux élections municipales, et donc je réitère le fait que Raphaël Arnaud n'est en rien. Vous venez Monsieur de Galzi, justifier la Anne-Sophie Rigaud. violence. Vous venez de justifier la violence par le fait que ce serait une réaction à d'autres Absolument pas, je groupuscules. l'ai condamné. Je suis désolé, mais Je la l'ai violence condamné en appelle premier toujours la violence. instant. Moi, je suis fasciné par l'ambiguïté de M. Fournier. Est-ce que vous êtes toujours, comme au moment de l'élection de Raphaël Arnaud, content et vous vous réjouissez de son élection ? Est-ce qu'aujourd'hui, puisque vous vous êtes réjoui de son élection quand il a été élu, est-ce que vous vous réjouissez toujours, M. Fournier ? Monsieur Fournier. Je ne savais pas qu'il exerçait encore les fonctions de journaliste ici présent parce que je... N'éludez pas la question, c'est la réponse qui nous C'est très intéresse. agréable. C'est naturel, il revient au galop. Les questions et les réponses. Non, mais N'éludez l'idée, pas c'est la que question, c'est la vous le réponse qui savez, intéresse. Monsieur Fournier, l'idée c'est aussi que les candidats s'interpellent. Donc une question vous a été clairement posée, je vous demande d'y répondre. Écoutez, je suis encore fasciné par l'attitude de M. Galzi qui se permet de dire qu'il est avignonné tout à l'heure alors qu'il est là sur les listes La réponse, électorales. M. Fournier, la réponse. Souffrez que je vous réponde quand même. Soyez patient, ne vous affolez pas, restez sobre et humble. Monsieur Galzi, qui est inscrit sur les listes électorales que depuis septembre sur Avignon et qui se permet J'ai de voté donner à toutes des les leçons. élections, Ah, voilà, y compris à la dernière municipale, où Olivier vous Galzi. étiez d'ailleurs déjà candidat. Olivier Gadzi, on va laisser Monsieur Fournier répondre à la question que vous avez posée. Je suis Monsieur d'accord, mais il Fournier. ne peut pas dire n'importe quoi. Mais non, c'est la réalité. Je vous montrerai ma carte d'électeur, M. Monsieur Fournier. Fournier, allez-y. Il a du mal avec la démocratie, monsieur Galzi, mais c'est pas grave. Hein. Avec le débat surtout. Donc, Monsieur Fournier, s'il vous plaît. Donc, moi, ma position, elle est claire. Notre liste d'union de la gauche et des écologistes est engagée sur un programme pour les Avignonnaises et les Avignonnais. C'est pas ma question, M. Oui, Fournier. Il n'y répondez pas à la a question. aucune ambiguïté sur nos valeurs, nos principes, et je vous invite à lire. Si notre vous êtes programme. ambigu, vous vous réjouissez ou vous vous réjouissez Ah, pas mais de l'élection de M. Monsieur, Arnaud est-ce que Pardon vous pouvez faire votre travail parce qu'il Non, mais se trompe non, mais encore Monsieur de Fournier, fonction. Monsieur Fournier, c'est la question que je vous ai posée tout à l'heure et à laquelle vous n'avez pas clairement répondu. Donc c'est la raison pour laquelle on vous la repose. Quelle est votre attitude par rapport au soutien ou non de M. Arnaud aujourd'hui? Quelle est votre position? Est-ce que vous Pas êtes sur la question ligne de d'avoir- Patrick Caner ou est-ce que vous êtes un petit peu plus ambigu comme Il n'y a peuvent l'être aucune ambiguïté. peuvent l'être un certain nombre d'adhérents militants du Parti socialiste? Il n'y a aucune ambiguïté possible. Nos valeurs s'inscrivent dans le domaine de la gauche républicaine et écologique et nous condamnons toute violence, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne, que ce soit en sociétal, en politique. Et je vais vous dire quelque chose qui est très important. Nous avons toujours eu un rôle protecteur pendant la dernière mandature. Quand il y a eu la crise sanitaire, nous avons mais là, protégé les gens avec des masques. Non, mais c'est Oui, des non, mais faits réels. c'est Quand pas le il y a sujet. eu la crise énergétique, Non, monsieur nous Fournier, c'est avons pas le sujet. protégé C'est pas le sujet. les enfants en Monsieur Fournier, baissant c'est pas le le sujet. coût des denrées alimentaires. C'est pas le Et aujourd'hui, sujet et c'est non, pas et la aujourd'hui, question qui vous est nous posée. voulons avoir ce rôle de protection et Anne- pour les Avignonnaises et les Avignonnais. Bon, on n'aura pas la réponse à Je la le question. laisse finir, Anne-Sophie mais Rigaud. permettez-moi de dire, Madame Louvain, que je suis choquée par les propos que vous avez tenus et de justifier la violence par une violence qui n'existe pas. Permettez-moi de vous rappeler que le mois dernier, Monsieur Raphaël Arnaud a été condamné pour violence, qu'il n'a pas interjeté appel et donc quelque part qu'il reconnaît sa culpabilité. Donc, vous avez un enfant, un jeune de 23 ans qui a l'âge de mes enfants, qui est mort la semaine dernière dans des conditions atroces par des militants d'extrême gauche. Je vous appelle à un petit peu plus de réserve.
Madame Alors, Louvain. je me permets de redire que j'ai commencé par condamner cette violence. Alors, je pense par contre que dans vos propos de nier une violence qui existe, c'est très malheureux, c'est très fâcheux puisque vous êtes rattrapée par les faits, Madame Rigaud. J'aimerais rappeler ici le nom notamment de Jamel Benjabala, décédé en 2024, tué devant les yeux de sa fille de 10 ans, écrasé par une voiture, par un raciste. Et même... sans revenir à 2 ans plus tard. Est-ce qu'on peut comparer, il y a quelques jours... comparer, Attendez, je n'ai pas fini ma phrase. Madame, je n'ai pas fini ma phrase. C'est honteux et indigne. Justement, indigne. Il y a quelques jours, un de vos représentants, ou en tout cas un fidèle du Rassemblement national à Châteauroux, a tiré sur les policiers avec des grenades. C'est une réalité. Alors, est-ce que vos responsables politiques soutiennent cette personne? Est-ce qu'on va faire un lien de cause à effet? Pas du tout. Pas du tout. Nous ne l'avons pas fait d'ailleurs. Par contre, vous vous permettez de le faire en parlant d'individus qui agissent en tant qu'individus. Stéphane Fiori, un mot à rajouter sur cette affaire? Pas de polémique à la polémique. Pas de polémique, pas de polémique. Ah, c'est un peu timide ça quand même, parce que on est là pour quand on se présente à une élection municipale dans un contexte... Je vais répondre sur des sujets qui concernent les Avignonnais. Non mais simplement. Ça concerne les Avignonnais. Oui. On parle de leurs représentants. Non, ça concerne les Avignonnais, on parle de leurs représentants. Mais aujourd'hui, parlons du fond, parlons du programme, ça sera beaucoup plus intéressant. À l'Assemblée nationale. Ouais. Donc c'est pas complètement déconnecté de l'actualité des élections municipales, mais on va rapidement basculer sur le programme. Juste un mot sur les groupuscules d'extrême droite. On sait qu'il y a un certain nombre de groupuscules d'extrême droite qui sont particulièrement actifs dans le sud de la France, autour d'Aix-en-Provence, entre autres, et dans le département de Vaucluse. Ténessoun, ça vous dit quelque chose? Ténessoun, ça vous dit rien du tout? Non, je ne les connais pas. C'est un groupuscule identitaire qui est né sur les cendres du Bastion Social. Bastion Social, je n'ai aucun lien avec ces groupuscules. Bastion Social, ça vous dit quelque chose? Qui est un groupe qui a été dissous suite à des violences. Je ne sais pas de quoi vous parlez, monsieur Bézère. Très bien. Pourtant, ce sont des groupes identitaires identifiés et qui sont plus ou moins actifs sur notre territoire. Que je ne connais pas et qui ne sont pas, à ma connaissance, sur le département de Vaucluse. Très bien. Ok, nous allons évoquer, on va parler du programme maintenant, si vous en êtes d'accord. Et je ne sais pas si vous avez pris connaissance, mais sûrement, de ce sondage IFOP fiducial de décembre dernier qui mettait en évidence la priorité des Avignonnais, les thèmes importants sur lesquels vous êtes évidemment particulièrement attendus. La première thématique, celle qui est soutenue avec le plus d'insistance, c'est la sécurité, avec entre autres la lutte contre l'insécurité et la délinquance, et puis évidemment la lutte contre le narcotrafic. La sécurité, donc, objectif, en tout cas, attente prioritaire des Avignonnais. Bon, ça c'est votre thème de prédilection, Anne-Sophie Rigaud. Vous avez constaté effectivement qu'il y avait une augmentation de la délinquance. Ce sont des chiffres préfecture de Vaucluse qui ont été donnés récemment par M. Suquet. Mais au-delà de la constatation, concrètement, vous faites quoi ? Alors, c'est très simple. Dès le lendemain de mon arrivée à la mairie d'Avignon, je mènerai une politique tolérance zéro face aux incivilités et au narco-banditisme qui gangrènent la cité des Papes et qui pourrit le quotidien des Avignonnais. Monsieur Fournier vient de dire qu'il a protégé les Avignonnais depuis 12 ans, que vous êtes avec Madame L aux affaires. Permettez-moi de rappeler qu'à quelques mètres de la mairie d'Avignon, il y a à peu près 5 ans, Éric Masson est mort en pleine rue, en plein jour, lors d'un banal contrôle de stupéfiants. Depuis 12 ans, vous n'avez pas assuré la sécurité des Avignonnais, vous n'avez rien fait. D'ailleurs, celui qui en parle presque le mieux, c'est Monsieur de Benito, adjoint communiste à la Triade, qui se trouve aujourd'hui, me semble-t-il, être dans les soutiens ou peut-être sur la liste de Madame Louvain et qui a reconnu leur échec, votre échec collectif en matière de sécurité. Madame Gay, l'ancienne adjointe à la sécurité, avait même rendu son écharpe. Délégation à la sécurité. Pas retirée, elle a rendu sa délégation, sa délégation et son écharpe avant la fin du mandat. Oui, il est temps aujourd'hui de reconquérir le terrain. Oui, il est temps de rétablir la sécurité. Oui, il est temps de remettre de l'ordre sur Avignon. Alors comment, je vous poserai la question dans un instant, mais juste une réponse, Monsieur Fournier. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir manqué de volonté politique sur cette thématique ? D'abord, la sécurité est un ensemble de domaines. Et les compétences de l'État sont
prépondérante en matière de sécurité. Pour autant, il ne faut pas se défausser sur le rôle que peut jouer une collectivité. Ce que nous payons, et dans l'ensemble des collectivités de France, c'est le désengagement de l'État avec le retrait de la police de proximité. Eh bien nous, dans l'ancienne mandature, nous avons voté en conseil municipal pour introduire des postes mixtes entre la police nationale et la police municipale, pour réintroduire de fait, avec l'accord du préfet, la police nationale au cœur des citoyens. Et c'est ce que nous déplorons encore dans notre programme et dans notre volonté pour aider les Avignonnaises et les Avignonnais dans l'avenir lorsque nous serons élus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de policiers municipaux, plus de police nationale? Si nous ouvrons des postes de police supplémentaires dans les quartiers, effectivement, il y aura des effectifs supplémentaires de fait. Vous avez l'accord de l'État? Déjà, nous l'avons impulsé. Nous l'avons impulsé à la porte de M. Nunez qui vous a dit « Ok, moi je vous donne des policiers supplémentaires ». Comment est-ce que ça se passe pour avoir des policiers nationaux supplémentaires dans une commune comme Avignon? Mais tout simplement, ce n'est pas M. Nunez, notre interlocuteur, c'est le préfet. M. Suquet. Absolument. Et on réfère à M. Nunez. Absolument. Et donc nous avons discuté avec le préfet et c'est comme ça qu'on a eu cet accord pour réintroduire une partie de la police nationale sur un poste de police mixte sur la Rocade. Monsieur Fiori, si vous êtes élu maire d'Avignon le 22 mars prochain, vous avez décidé de prendre cette délégation-là? Oui, complètement. C'est ce que j'ai annoncé. C'est ce que j'ai annoncé le 30 septembre, tout simplement pour rendre compte personnellement aux habitants d'Avignon et de Montfavet des actions que je mettrai en place. Oui, alors rendre compte, c'est c'est-à-dire faire le bilan d'une situation telle qu'elle est, mais en non, termes de la situation que je vais transformer. L'action concrète, c'est déjà de faire une corrélation entre la police municipale et la police nationale pour qu'il y ait une meilleure entente et une coordination. C'est aujourd'hui, l'ancienne municipalité avait prévu en 2026 d'avoir un effectif de police municipale de 120 agents. Au 1er janvier 2026, nous en sommes à 93. Donc il en manque un petit peu. C'est renforcer les postes de police existants dans les différents quartiers afin d'assurer la sécurité de ces quartiers. Et on sait qu'au plus il y aura de bleu, au plus il y aura la présence de bleu, au plus ça sera du préventif et on assurera la sécurité. C'est la mise en place d'une brigade cynophile avec 6 chiens et 6 maîtres chiens. Et enfin, c'est mettre une vraie brigade police municipale de nuit pour assurer la sécurité, parce que sur une commune de 92 000 habitants, aujourd'hui, on a 4 policiers municipaux qui veillent à la sécurité des Avignonnais et Avignonnaises et Montfavetain et Montfaveitaines. Ça fait des moyens supplémentaires importants. Je vais juste respecter l'engagement qui avait été convenu et ça a été chiffré à 1 million d'euros. 1 million d'euros. Voilà. Olivier Galzi, vous avez des choses dont on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas des initiatives un peu gadgets, caméras dites intelligentes, vous allez nous dire de quoi il s'agit, des tasers, l'high-tech pour lutter contre l'insécurité dans la ville d'Avignon. Ça peut marcher à votre avis? Pas seulement, vous savez, pas seulement, la sécurité, c'est pas un gadget, c'est le premier droit des citoyens. Quand il n'y a pas de sécurité dans une ville, et c'est le cas aujourd'hui à Avignon, qui est dans le tréfonds des palmarès sur l'insécurité, on est à l'avant-dernière place en 2024 dans les villes de notre catégorie. Et ça, 850e ville en France. Et ça c'est le bilan d'ailleurs de M. Fournier. 117e sur un... Je me permets de vous couper. Oui, 117e sur 119. Marseille est 116e. Et ça, c'est le bilan de M. Fournier. D'ailleurs, je suis fasciné de voir qu'il nous explique qu'il va faire dans les 6 prochaines années ce qu'il n'a pas fait pendant 12 ans, ou plutôt qu'il va probablement déconstruire ce qu'il a fait pendant 12 ans pour faire différemment. Donc la sécurité, c'est le premier droit des citoyens. En tant que favori. Ce n'est pas un marqueur de droite, la sécurité. Et d'ailleurs, il suffit d'aller dans les quartiers populaires pour s'en rendre compte. Moi, ce qu'on me dit tous les jours dans les quartiers populaires, on ne vous demande pas un tram, on ne vous demande pas une piscine, on vous demande de la sécurité pour nos enfants. Et cette sécurité, aujourd'hui, elle n'est pas au rendez-vous. Et les premières victimes de la sécurité, ce sont les populations les plus paupérisées. Donc, quand on ne fait pas de la sécurité parce qu'on est une mairie de gauche, je pense qu'on manque à son devoir. Et c'est la raison pour laquelle je me présente sans étiquette. C'est parce que je pense qu'à un moment donné, les partis ont un peu des œillères et ils considèrent que certaines politiques sont de droite. Donc, s'ils sont de gauche, ils ne les font pas, et réciproquement. Et je souhaiterais sortir de cela. Alors, excusez-moi, juste pour le sans étiquette, vous auriez pu refuser que UDI, les LR et Horizon vous rejoignent. Moi, je les ai refusés. Les LR m'ont pas rejoint, monsieur.
Oui, Les LR vont pas rejoindre. Le club de Julien Aubert. Donc, si vous voulez, à un moment donné, vous pouvez être sans étiquette, mais on refuse des soutiens à ce moment-là. Vous avez le soutien de LR. Ah non, je ne l'ai pas du tout. Je peux vous dire que je n'ai pas le soutien de Julien Aubert. Le groupe de Julien Aubert. Ni des LR, vous pouvez chercher dans tous leurs communiqués de soutien. Vous soutient, vous êtes d'accord? Non, vous pouvez chercher dans tous les communiqués. Je pose la question. Non, mais je vous réponds. Le groupe de Julien Aubert ne vous soutient pas de soutien. Le groupe Avignon Passion, qui est un groupe d'Avignonnais. Les LR était présidé par Julien Aubert. Les LR ne me soutiennent pas. Et si Julien Aubert avait souhaité se présenter, il l'aurait fait. Je vais répondre à votre question, Monsieur Fiori, même si ce n'était pas la question qui m'avait été posée. Comme quoi, apparemment, je ne suis pas le seul à jouer aux journalistes ici dans ce plateau. Si vous voulez, dès le départ, j'ai expliqué quelque chose de très simple. J'ai dit, moi, je n'ai pas d'étiquette politique. Parce que contrairement à vous, Monsieur Fiori, je n'ai pas caché mon étiquette LR. Moi, je n'ai jamais eu de carte LR, contrairement à vous. Et donc, votre étiquette LR, vous l'avez. Je vais répondre à votre question. Alors, laissez-moi répondre à votre question. Votre étiquette LR, vous l'avez planquée dans votre poche cet été parce que vous avez considéré que la meilleure voie, ça serait le sans étiquette. Moi, je suis le seul candidat sur ce plateau, et je dis bien le seul, à n'avoir jamais adhéré à un parti, ce qui n'est pas votre cas, monsieur. Alors, j'ai dit une chose très simple. Ceux qui veulent endosser le dossard Avignon, qui sont prêts à laisser les étiquettes au vestiaire, ils peuvent nous rejoindre, qu'ils mouillent la chemise dans la campagne et ils auront leur place. UDI et Horizon l'ont fait sans condition, ils ont annoncé un soutien. D'autres partis ne l'ont pas fait, ils ont voulu négocier, le soutien n'est pas arrivé. Voilà, ça c'est la réalité. Je réponds aux questions. Je réponds à la différence entre nous deux, M. Galzi, c'est que j'ai refusé les soutiens et vous les avez acceptés. Monsieur Fiori, on revient sur la thématique de la sécurité parce que c'est la thématique qui nous intéresse au moment où on se parle, là, en ce moment. Vous n'avez pas développé là sur je vais répondre à la question si ça m'est possible. Donc comment est-ce qu'on fait à un moment donné, effectivement, pour relever ce piètre bilan de M. Fournier? Eh bien d'abord, on va mettre des moyens humains. Plus de policiers, j'ai chiffré cela, si vous voulez, on rentrera dans les détails, une 60aine de policiers municipaux supplémentaires et aussi une réorganisation de la police existante, parce qu'on a beaucoup de commissariats de quartier, on a beaucoup de policiers qui sont derrière des murs, et je pense que la présence du bleu, elle doit être dans la rue et sur le terrain. Et cette réorganisation, plus effectivement ces nouvelles embauches, nous conduira à doubler la présence effective sur le terrain. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a 105 agents de police municipale pour une ville de 91 000 habitants, ça c'est sur le tableau, mais la réalité, c'est qu'il y en a 63 sur le terrain. Et ça, c'est absolument inadmissible. On a une seule équipe de nuit, vous imaginez, pour une ville comme Avignon. Vous en rajoutez combien? Donc on met 60 policiers municipaux supplémentaires à l'échelle du mandat. Donc on rajoute des moyens humains. On rajoute aussi effectivement des moyens matériels. Vous m'avez parlé du taser, le pistolet à impulsion électrique. C'est fondamental, pas seulement pour les... Mais ils en ont, bien sûr qu'ils les gardent. Sauf que vous comprenez bien que quand ils interviennent dans des quartiers et dans des situations difficiles, ils ne vont pas sortir leur arme létale et c'est bien heureux. Et d'ailleurs, les gens qui sont en face d'eux le savent et donc les narguent. Si on parle à des policiers municipaux, ils vous disent j'ai besoin d'une arme de catégorie intermédiaire. Parce qu'un taser, ça fait peur à celui qui est en face parce qu'il sait très bien que le policier pourra l'utiliser et visiblement, ça ne fait pas du bien de se faire taser. Donc, la police municipale le demande. Des caméras intelligentes, des caméras supplémentaires, une centaine de caméras de vidéoprotection supplémentaires et effectivement, vous voyez bien qu'aujourd'hui, toutes les lois sur la vidéoprotection et la sécurité sont en train d'évoluer. Alors, l'utilisation de l'intelligence artificielle est clairement aujourd'hui très encadrée. Pas de reconnaissance faciale, bien évidemment. Mais on peut aujourd'hui utiliser des logiciels d'intelligence artificielle à condition, vous imaginez ? Si jamais une caméra avec intelligence artificielle détecte que quelqu'un est en train de se faire poignarder dans la rue, vous n'aurez le droit de l'utiliser qu'au bout de 24 heures. Vous croyez que ça va tenir longtemps? Ça ne tiendra pas longtemps. Et donc, je souhaite qu'Avignon soit un laboratoire pour les nouvelles technologies de la sécurité. Monsieur Fournier vous répond, puisque vous l'avez très directement interpellé, et après, évidemment, je vous pose la question. Je ne mets pas de hier non plus sur la question de la sécurité, j'aimerais y répondre. De la sécurité, Mathilde Lelouve. Monsieur Fournier. Merci, Monsieur Bézère. On voit très bien là toute l'inexpérience de Monsieur Galzi, puisqu'il y a déjà des caméras intelligentes qui existent et qui sont déployées. C'est vrai que je ne suis pas au conseil municipal depuis 12 ans. Dans un deuxième temps... Est-ce qu'elles marchent toutes, les caméras? Il y en a 18 qui sont en renouvellement aujourd'hui, pas 60 comme annonce M. Galzi. Voilà. Donc il y en a 18 qui ne fonctionnent pas. C'est un turnover normal. D'accord. Une caméra qui ne fonctionne pas sur un point de deal pendant 3 ans, vous appelez ça comment? Essayez au moins d'entrer dans la fonction que vous voulez. Ne restez pas comme simple journaliste. Mais pour répondre à M. Galzi, il veut augmenter d'une 60aine d'effectifs. Ça fait 5,5 millions. Avec le désengagement de l'État en cumulé depuis 2014, c'est moins de 80 millions d'euros. Il fait comment pour les trouver? Donc on fait avec ce qu'on a. Je peux l'expliquer si vous voulez. Non, il faut être inventif, créatif, faire du redéploiement. Nous, on le fait depuis le début. Et on a fait des économies de fonctionnement depuis qui nous a permis d'investir encore plus. Mais M. Galzi, là, montre clairement qu'il
C'est un illusionniste qui dit on va faire ça, on va faire ça. J'ai tout chiffré, rien et si vous voulez qu'on aille dans le Très chiffrage, on y va. rapidement, on n'a pas entendu Mathilde Louvain sur cette thématique. C'est bon ? Ok. Et vous aussi, parce que vous n'avez pas détaillé. Hein. Donc je reviens vers vous très rapidement. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ces thématiques Mais tout à fait. Louvain. Mais tout à fait, contrairement à ce que vous pouviez dire, Monsieur Galzi, ou peut-être je prends votre alerte et votre conseil avec grand plaisir sur le fait de ne pas mettre d'œillères en tant que représentante donc d'une liste, et je le redis ici, moi je suis à la France Insoumise, mais nous sommes une liste d'union avec nos camarades du Parti communiste, de Génération notamment. Voilà, je me permets de le rappeler ici. Sur cette question de la sécurité, moi je suis assez ravie de voir que vos programmes, Madame Rigaud, Monsieur Galzi, sont très cohérents et se ressemblent beaucoup. Et quand vous parlez de comment ? Monsieur Fiori n'est pas loin non plus. Oui, mais je pense qu'il y a peut-être une idéologie qui se partage. Vous me répondrez ensuite. Sur la question de la sécurité, et vous avez raison de rappeler que c'est un élément de la tranquillité publique, la sécurité. Et quand vous êtes allé à la rencontre des habitants, Monsieur Galzi, sachez que nous le faisons sur le terrain depuis des années. Nous faisons du porte-à-porte, nous nous rencontrons, nous faisons des enquêtes à la France Insoumise. Et vous avez raison. La sécurité revient parmi les éléments qui sont les plus problématiques pour les habitants et les habitantes. Alors je dirais qu'on a des éléments d'analyse communs. Par contre, nous n'avons pas les mêmes réponses. Et là, on peut partager l'humain. C'est rassurant de voir que nous avançons dans la même direction à ce sujet. Mais sur la question de la police municipale, il faut la voir de manière plus globale. C'est-à-dire qu'il y a une question de mission, de proximité, du quotidien, de prévention, mais cette police municipale, évidemment qu'elle doit être renforcée selon les besoins, selon ce qu'on appelle les îlotages, et que nous, on sera pour une augmentation sensible de ces effectifs en fonction des besoins. Mais cette politique globale de sécurité, elle ne s'arrête pas à la police municipale. Armée ou désarmée pour vous, la police municipale ? Nous avons précisé que ça ne sera pas l'affaire du début du mandat, ça c'est sûr, sur la question du désarmement. Par contre, je me permets de rappeler que cette politique de l'humain, il faut aller un peu plus loin que les policiers municipaux. Il faut aller aussi avec les équipes de médiateurs de rue, notamment de la ville, à avoir plus de médiateurs de rue, avoir plus de prévention, et que c'est qu'avec cette synergie qu'on pourra régler la problématique. Et dernière chose, je me permets de le rappeler, sur la question de la police nationale, vous l'avez évoqué sur des équipes mixtes, à l'heure où il y a une proposition de loi qui passe au Sénat pour la judiciarisation des missions de la police municipale, nous, on se pose en contre. Et par contre, ce qu'on demande, c'est plus de moyens pour la police judiciaire, puisque Madame Rigaud, les têtes de réseau du narcotrafic, ce ne sont pas la police municipale qui va le régler, c'est la police judiciaire. On sent évidemment qu'il y a des différences dans vos programmes respectifs sur cette question-là. On sent qu'il y a une approche qui est plus sociale et préventive que le tout et efficace. Répressif. Mais à votre avis, est-ce que c'est ça que demandent les Avignonnais ? Les Avignonnais, ils ont besoin d'efficacité. Madame Rigaud l'a dit. Alors, il y a une détresse. Faire de la proximité dans les quartiers. Eh bien oui, mais l'efficacité, on ne la trouve pas au même endroit. Et cette efficacité, on le dit, s'il n'y a pas des moyens supplémentaires, comme ça a été rappelé sur le désengagement de l'État pour la police judiciaire, il n'y aura aucune résolution de crimes, de délits. Et je me permets de dire à Monsieur Galzi, sur la question de la vidéosurveillance, il y a une enquête qui a été faite par les jeunes gendarmes. Alors, ça ne vient pas de nous, vous voyez. On s'appuie également sur les forces de l'ordre, sur nos enquêtes et sur nos analyses, qui estiment que la vidéosurveillance a un impact moindre dans la résolution des crimes et des délits. Anne-Sophie Rigaud, sur les moyens. On ne vous a pas entendu sur les moyens. Oui, alors la sécurité première des libertés... Vous nous avez dit, je constate, dès que je suis élu, si vous êtes élu le 22 mars, ma première décision, dès que je suis sur le bureau, c'est une décision sur cette thématique. Alors, la sécurité première des libertés sera bien évidemment la priorité de mon mandat. Nous attendons de voir d'abord dans quel état nous allons trouver les finances de la ville, parce que malheureusement, sans budget, il va être très difficile d'appliquer un programme. S'il y a un poste de dépense sur lequel je ne rognerai pas, ça sera bien évidemment celui de la sécurité. Nous allons recruter des agents de police municipale, parce qu'aujourd'hui, 63, on est plutôt à 68 agents de police municipale en effectif réel. Seulement entre 2 et 3 agents de la nuit, ce qui n'est pas évidemment acceptable. Donc nous allons augmenter le budget de la sécurité. Nous allons recruter des agents de police municipale de manière à remonter à 125 agents, ce qui normalement est le nombre que devrait posséder la ville d'Avignon.
Nous allons les déployer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Nous allons recruter des gardes champêtres qui seront déployés sur la ceinture verte d'Avignon, sur la Barthelasse et sur Montfavet, sachant que les gardes champêtres ont des compétences qui sont supérieures à celles des agents de police municipale. Nous allons réouvrir les postes de proximité qui sont quasiment aujourd'hui tous fermés, en remettant des îlotiers dans la rue, parce qu'aujourd'hui il n'y a plus de bleu dans la rue. Très bien. Bon, j'ai d'autres propositions, mais vous ne me laissez pas finir. Si, on va passer à la... Sinon, on fait... Alors, juste un petit mot sur le financement, parce que c'est un sujet qui n'est pas abordé. Il existe des dispositifs que l'on peut solliciter. Je pense auprès de la préfecture avec le FIPD. Il y a des subventions à aller chercher, notamment à la région, qui vont pouvoir nous aider à développer notamment des caméras de vidéosurveillance sur le territoire de la commune. Vous l'avez évoqué, Olivier Galzi, Avignon est une commune endetté. Vous me reprenez si je me trompe dans les chiffres. L'encours de la dette, c'est entre 200 et 217 millions d'euros. Monsieur Fournier, vous confirmez? Exact. Bon, non mais j'ai pas terminé. C'est une dette qui a légèrement augmenté ces dernières années. Or, évidemment, pas de faillite. Hein. La ville continue à gérer ses finances presque normalement et continue à investir. Donc c'est une dette qui est soutenable. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? D'abord, ce qu'il faut rappeler très rapidement, c'est que quand nous sommes arrivés aux responsabilités, il y avait 9,5 années d'endettement. Ouais. Et aujourd'hui, nous sommes à 7,8. D'accord? Donc ça, c'est les vrais chiffres. La deuxième chose, c'est que comme toutes les collectivités, on a dû subir toutes les crises. Donc, mais malgré ça, on a augmenté notre capacité d'investissement qui était réalisée entre 20 et 30 millions d'euros avant nous. Et aujourd'hui, nous en sommes entre 40 et 50. Donc, nous avons très bien géré cette ville. Allez, on va parler de... Monsieur Galzi n'est pas d'accord, on s'est goûté un petit peu. Chiffres à l'appui, mais bon, si on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, et puis on ne va pas faire une guerre des chiffres, on va passer très directement à la propreté, parce que mais qu'on peut d'ailleurs lier à la sécurité. Hein, c'est un thème qui est très très présent dans la campagne, et on sent que c'est aussi un souci qui est partagé, ou en tout cas une volonté qui est partagée par les habitants d'Avignon. Je rappelle que la propreté, c'est une compétence partagée entre la communauté d'Aglo et la ville d'Avignon, ville municipalité, collectivité locale. Olivier Galzi, alors vous proposez un plan en 6 axes forts, avec entre autres alors on ne va pas détailler les 6 axes, mais moi il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est ce plan propreté avec des équipes plus réactives. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la ville n'est pas très propre, en tout cas c'est le constat que vous faites, c'est la faute du personnel qui s'occupe du nettoiement? Oh non, le personnel, il est comme les Avignonnais et il subit la mauvaise gestion de cette mairie depuis 12 ans. Moi, je pars d'un constat. Le constat, c'est que tout le monde s'en plaint, ça ne fonctionne pas, la ville est sale. Voilà. Alors peut-être qu'on nous expliquera que ce n'est pas vrai, mais en tout cas, les Avignonnais que je rencontre tous les jours le pensent, le voient, et je le pense aussi. Donc la question, c'est comment on fait? Il y a différents problèmes dans cette histoire-là. Le premier d'entre eux, je crois, ça a été un désalignement entre l'agglomération, vous l'avez dit, qui a une partie de la compétence avec la collecte, et puis la ville-centre, qui est Avignon, qui doit s'occuper de la propreté. Et trop longtemps, ces deux services se sont demandé qui devait ramasser le sac poubelle. Et moi, je pense que le bon sens, à un moment donné, c'est pas de se demander qui doit le ramasser, mais c'est de le ramasser. Et donc, je souhaite mettre une direction, j'allais dire, commune, et faire en sorte que ces deux compétences-là, elles ne se disputent pas, mais qu'au contraire, elles s'additionnent pour pouvoir avoir un résultat pour les Avignonnais. Après, si vous voulez que je développe le reste du plan, un référent unique à la propreté, une application qui va permettre à tous les Avignonnais qui aujourd'hui disent tiens, on a un problème de propreté, est-ce qu'on pourrait intervenir? Un poste de référent. Donc là, ils appellent à l'Omairie ne leur répond pas, parce que ça arrive au standard de cette mairie où on se trouve aujourd'hui. Donc je souhaite avoir une traçabilité de la demande par une application qui permettra de pouvoir avoir une réponse appropriée. Et puis une brigade d'intervention rapide, ça a existé, ça fonctionnait très bien, et je pense qu'il faut la remettre en place. Et puisque vous me parliez des personnels, on réorganise le service en effet, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de chefs et pas assez d'équipes sur le terrain. Vous souhaitez également, c'est écrit dans votre programme, vous souhaitez que les agents qui travaillent soient récompensés et ceux qui travaillent peut-être moins soient sanctionnés. En fait, comment on fait la méritocratie, monsieur Galzi, ceux qui travaillent et ceux qui travaillent peut-être un petit peu moins? Oui, Madame Louvain, c'est important la méritocratie. Oui. Comment est-ce que vous faites pour faire le tri entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas bien? Écoutez, moi ce que je crois... Parce que vous savez, j'ai beaucoup, y compris d'ailleurs dans mes équipes de bénévoles, j'ai des personnels qui sont tout en bas de l'échelle et qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait. Et en l'occurrence, on n'a pas fait de gestion dans cette mairie. Il n'y a pas eu de gestion.
Il n'y a pas eu un minimum de management. Il y a 3 règles de management fondamentales, à mon avis, qu'on doit appliquer. La première, c'est que les chefs doivent donner l'exemple. Et accessoirement, ils sont très nombreux, ils pourraient peut-être l'être un petit peu moins. La deuxième, effectivement, c'est que quelqu'un qui fait bien son travail, il doit pouvoir avoir des primes. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Quelqu'un qui va le surveiller. Et puis la troisième, effectivement, c'est que ceux qui ne le font pas doivent pouvoir être sanctionnés. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas non plus. Donc moi, j'appelle ça faire de la gestion, tout simplement. Voilà. Non, mais comment vous faites pour les surveiller ? Vous mettez quelqu'un qui les surveille en permanence pendant toute leur durée, toute leur journée de travail ? Comment ça se passe ? Vous savez, il y a décider si le travail est bien fait. Je peux vous dire que les personnels ont quelques idées sur la question. D'ailleurs, M. Fournier, qui était en charge du personnel, en aura probablement lui aussi. Le problème, c'est que visiblement, il ne les a pas eus pendant la durée de son mandat, puisqu'on en est arrivé dans la situation qu'on connaît aujourd'hui. Mais effectivement, je peux vous dire qu'il y a une majorité de personnel aujourd'hui qui ont envie de travailler, qui ont envie que les choses s'améliorent, qui ont envie de retrouver du sens dans leur travail, et c'est ça principalement qu'ils ont perdu, et c'est ce que je souhaite leur redonner. Mathilde Louvain, après évidemment on fera un tour de table sur cette question-là, dont on sait qu'elle est importante, et pas qu'à Marseille d'ailleurs, parce qu'évidemment c'est quelque chose qui est très présent dans la campagne des municipales à Marseille, mais également ici à Avignon. Mathilde Louvain, on sait que vous êtes très attentive sur la manière dont on peut faire évoluer les services publics. C'est un service public qui doit évoluer. Complètement, et je suis ravie de voir que M. Galzi s'intéresse beaucoup aux conditions salariales des agents municipaux. Je suis agréablement surprise. Moi, je suis content de voir que je fais le lien entre vous tous, en tout cas. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est agréable. C'est pas forcément l'image qu'on en avait, avec justement votre goût assez limité pour les services publics. Et évidemment que je soutiens le fait de pouvoir renforcer, qu'on puisse renforcer. Monsieur, une vie pour le service public. Non, mais vous pouvez pas dire des choses comme ça. Ah non, je suis désolée, je finis ma phrase. Merci. 18 ans de service public dans la télévision. Oui, et votre entreprise, on pourra en reparler ensuite. Donc sur la question du service, en effet, vous l'avez dit, c'est une compétence qui est partagée. Il y a des dysfonctionnements qui existent, on a pu le repérer. Il y a eu un transfert de compétences qui a entraîné malheureusement des problématiques à l'endroit des conditions de salaire. Alors oui, peut-être qu'il y a vraiment un enjeu de pouvoir revaloriser ces salaires pour redonner de la confiance et de la motivation dans les agents. Revaloriser les salaires, ça va augmenter C'est un petit peu plus complexe que ça, puisque comme il y a eu ce transfert de compétences entre la ville et l'agglo, il y a toute une histoire de primes, je ne serai pas technique. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que d'avoir une attention sur les conditions de travail des agents municipaux, évidemment que ça va de pair avec une efficacité et en tout cas déjà une écoute. Donc là-dessus, c'est sûr qu'on sera très regardant à l'endroit de la potentielle réorganisation de ce service pour que ça puisse fonctionner. Vous le savez, on est une ville qui vibre pendant sa saison et c'est vrai, les commerçants et les commerçantes notamment, les habitants et les habitantes déplorent notamment l'intramuros des problématiques de déchets, mais il ne faudrait pas oublier que cette problématique des déchets, elle existe également dans nos quartiers, notamment nos quartiers populaires, avec ce qui parle, en fait on peut le dire, ce qui est de l'ordre des déchets et de tous les déchets, ça, en fait c'est de la tranquillité publique. Donc on pourra aussi travailler sur l'enfouissement des déchets. Donc si je dois retenir une seule chose de ce que vous venez de nous dire, et évidemment je pense que le personnel qui s'attelle à cette tâche quotidienne, si vous êtes élu maire d'Avignon, vous allez augmenter les salaires. Alors non, c'est pas ce que j'ai dit. Améliorer les conditions salariales. Donc il y a le salaire, mais il n'y a pas seulement. Il y a aussi potentiellement augmenter le nombre de personnes, les effectifs, pour avoir une politique de la propreté qui soit globale et à l'année. Une meilleure coordination entre l'agglo et la ville d'Avignon pour faire en sorte que le service soit plus efficient, ça fait partie des choses sur lesquelles vous avez travaillé et qu'il faut améliorer. Il faut continuer à développer parce que l'adjointe en charge de cette délégation a déjà œuvré, puisqu'on est arrivé à un certain nombre d'accords avec le Grand Avignon, ça se passe de mieux en mieux, mais il faut développer cette proximité avec le Grand Avignon et l'efficacité sera meilleure. Entre la communauté d'agglo et la ville d'Avignon, entre les deux collectivités locales. Dans notre programme à venir, nous voulons mettre en place une charte de 24 heures chrono qui permettra une meilleure réactivité vis-à-vis de la population et des déchets sauvages, parce qu'aujourd'hui, ce vers quoi on a à lutter, c'est qu'il y a une augmentation exponentielle des incivilités. Et pour cela, nous avons créé des brigades de l'environnement, nous allons continuer à assermenter un certain nombre d'agents pour que ce soit encore plus efficace. Nous allons créer des pôles de proximité également pour plus de réactivité vis-à-vis de l'entretien et de la propreté. Et enfin, nous développerons encore plus les dispositifs mini-déchets par secteur et quartier de la ville. Quand vous dites tolérance zéro envers les incivilités, ça veut dire quoi? Ça veut dire de la... Tolérance zéro, hein.
Bon. Mais c'est pas un terme que j'aborde, vous comprenez un peu pourquoi. Mais nous voulons développer ça. Pardon, excusez-moi. Non, c'est plus de surveillance et sur les incivilités qui sont commises par un certain nombre d'Avignonnais, ça veut dire quoi? Ça veut dire éventuellement verbalisation, sanction? C'est ce que nous avons déjà mis en place et nous avons assermenté tous nos ASVP en ce sens également pour qu'il y ait plus de présence sur le terrain là-dessus. Je le disais à Anne-Sophie Rigaud et après je vous donne la parole évidemment, Monsieur Fiori. Vous considérez que la sécurité et la propreté, ce sont deux thématiques complémentaires. Alors sécurité, circulation, propreté, qui sont les trois piliers, entre autres, de l'attractivité d'une ville. Oui, donc il va falloir évidemment travailler sur la propreté. Pardonnez-moi de faire un constat tout simple. Allez-y. Avignon est une ville qui est magnifique. De cet écrin, ils en ont fait une poubelle à ciel ouvert. Ils en ont. Les élus de la majorité sortante. Et j'ai hâte de voir la constitution de certaines listes et de peut-être voir constater que certains élus qui l'ont été pendant le premier ou le deuxième mandat vont se retrouver chez certains de mes concurrents. Concrètement, vous faites quoi? Concrètement, il y a deux problèmes. Il y a celui de la ville et celui du Grand Avignon. Pardonnez-moi, Monsieur Galzi, que nous découvrons ce soir. C'est la première fois qu'il participe à un débat. Je me permets aussi de vous le dire. Vous avez été d'un mépris envers les acteurs économiques, envers les Montfavétains et envers les acteurs du monde immobilier à refuser les débats. Je les ai tous rencontrés, mais individuellement. Nous vous découvrons ce soir, Monsieur Galzi. C'est sûr que vous, on ne vous découvre pas. Ça fait 12 ans que vous êtes dans l'opposition du conseil municipal. 12 ans que je suis sur le terrain, 12 ans que je suis le nez dans les dossiers et 12 ans que je suis à servir ma ville. Je ne viens pas là pour chercher un travail et relancer ma carrière professionnelle. Monsieur Galzi, il n'y a pas très longtemps, était sur Montfavet, jouer les éboueurs en disant la ville d'Avignon ne fait pas son travail. Le problème, c'est que les dépôts sauvages, Monsieur Galzi, ce n'est pas la ville d'Avignon, c'est le Grand Avignon. Je suis bien au courant, madame, mais voilà, c'est bien ça le problème. C'est bien ça le problème, c'est que vous répondez à une problématique administrative alors que les Montfavétains, ils veulent qu'il n'y ait plus de dépôts sauvages chez eux. Et c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui expliquent c'est le Grand Avignon, c'est pas la ville, que ça ne marche pas. Non, oui, mais il y a des compétences qui sont propres, mais ça encore faut-il, Monsieur Galzi, avoir un tout petit peu de notions politiques. Visiblement, ce n'est pas votre cas. Je continue concernant donc deux problèmes de collectivité. La différence. Parlez de votre programme, ça sera mieux. La communauté d'agglo, permettez-moi de dire que la ville est chargée de l'entretien, du nettoyage des rues, des trottoirs. C'est ce qui s'appelle la propreté urbaine. Enlèvement des déchets sur la voie publique. Exactement. Entretien et propreté des espaces publics. C'est ce qui est indiscutablement le plus visible. On est d'accord. Que la communauté d'agglo s'occupe de la collecte, du traitement des déchets ménagers et s'occupe aussi des déchetteries. Et des encombrants. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que nous avons un problème du côté ville d'Avignon au niveau de la propreté urbaine, où en effet, il va falloir reprendre ce service qui aujourd'hui est en très grande souffrance, ce qui permettra d'entretenir nos rues. Et sur le volet du Grand Avignon, là aussi, il y a un problème notamment d'accès aux déchetteries, retravailler sur les conditions et les horaires d'accès, de manière à inciter les administrés à ne plus faire des dépôts sauvages. Alors j'ai des tas de mesures, mais bon, c'est un peu difficile dans ces conditions de les évoquer. Je voudrais... Oui, quand je faisais le lien sécurité, propreté, plus de verbalisation aussi pour lutter contre les incivilités. Mais il faut développer des caméras nomades de manière à pouvoir identifier les contrevenants, mais à condition que l'on crée, nous, collectivités, les conditions qui permettent aux usagers d'accéder aussi aux différentes déchetteries. Et quand je parle des usagers, ce sont les privés, mais également les entreprises et les artisans. Monsieur Fiori, c'est une priorité, la priorité également. La question de la propreté qui a été exprimée par, entre autres, les citoyens, les Avignonnais et les Avignonnaises, mais également par les acteurs économiques de la ville. Vous êtes un des acteurs économiques de la ville comme étant vraiment une priorité, un impératif catégorique. Est-ce que vous les avez entendus et qu'est-ce que vous leur apportez comme réponse? Donc effectivement, la thématique de la propreté comme celle de la sécurité et de la circulation sont les thématiques qui sont revenues le plus souvent à la rencontre des Avignonnais et Avignonnaises. Dès le 2 décembre, nous avons présenté nos mesures sur la propreté et je suis très heureux que M. Galzi ait repris en partie mon programme que je vais J'adore, ils sont tous contre moi. Vous avez au moins un point commun, je suis ravi d'être là. Non, c'est vous qui pas contre vous,
je dis juste que je ne vais pas répéter les mesures que j'ai déjà annoncées le 2 décembre. En complément des mesures que j'ai déjà annoncées, nous allons mettre, puisque nous sommes une ville touristique, nous avons des parkings aux abords de la ville, nous allons mettre des sanitaires pour pouvoir accueillir les touristes, mais aussi les gens, les étudiants, les gens du Grand Avignon qui viennent se garer sur les parkings en périphérie de la ville. On va mettre une place très importante aussi au niveau des chiens, parce que si on veut que la ville soit propre, il faut que nous puissions avoir des canicites et que nous puissions équiper la ville de motocrottes pour pouvoir ramasser des éjections. Et bien évidemment, c'est un enjeu collectif, la propreté. Il faudra qu'il y ait du civisme. Et effectivement, nous veillerons, grâce à la multiplication du bleu dans le centre-ville et en périphérie, à ce que les gens respectent l'environnement. Monsieur Fiori, il y a un débat à Marseille entre la métropole, Marseille c'est une métropole, et la ville de Marseille, pour que les compétences soient plus claires. Et en ce moment, il y a entre autres le maire de la ville de Marseille, candidat à sa propre réélection, qui demande que la compétence des déchets lui soit transmise à la ville. Est-ce que, pour que les choses soient plus claires, et que le travail soit peut-être mieux fait, est-ce que aucun d'entre vous Moi, je pense que concernant une déchet, faire en sorte que la ville récupère dans son intégralité la compétence concernant les déchets sauvages aussi, il y a une solution, c'est qu'aujourd'hui nous avons des entreprises qui payent une CFE et quand ils vont délivrer leurs déchets, on les refuse alors qu'on pourrait les accepter puisqu'ils payent déjà de l'impôt à la ville. Donc peut-être que déjà ça éviterait des dépôts sauvages si on acceptait leurs déchets. Il faut savoir aussi que pour les déchets sauvages, c'est que la ville a mis en place des caméras qui malheureusement étaient à pile. Au bout de 15 jours, les piles ne fonctionnaient plus, elles n'ont jamais été changées. Donc ça aussi, on n'a pas pu lutter efficacement contre les dépôts sauvages. Voilà. Très bien. Nous allons évoquer, ça a été déjà effleuré, la thématique des transports. C'est également un des thèmes centraux de cette campagne, avec des points qui sont mis en évidence. Circulation difficile essentiellement dans le centre d'Avignon, les transports en commun, la place du vélo, le tram, ça c'est un vieux débat qui anime la ville d'Avignon depuis très longtemps. Et ce projet pour délester la ville qui a du mal dans sa progression, je veux parler évidemment de la liaison Est-Ouest, la fameuse Léo. Une Léo, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est extrêmement compliqué, mais il y a 3 tranches prévues. Pour l'instant, il n'y en a qu'une qui a été réalisée. Aujourd'hui, le projet est au point mort. Pour vous, Olivier Galzi, il faut poursuivre la Léo. Cette Léo, c'est une des raisons qui ont fait que j'ai décidé de me présenter. C'est une irresponsabilité politique majeure qui a des conséquences sanitaires sur la Rocade, puisque les 17 000 habitants de la Rocade se récupèrent tous les jours les vapeurs de diesel des poids lourds qui passent et qui développent des maladies, notamment pulmonaires. La Léo, pour faire court, ça fait 40 ans qu'on en parle, parce qu'il y a 40 ans, on avait compris qu'Avignon aurait un problème et qu'il faudrait une voie de contournement Est-Ouest. On en a parlé, on a débattu, on a fait des études, on s'est mis d'accord sur ce qu'on appelle une déclaration d'utilité publique, et on a eu un financement. On fait une première tranche qui ne sert à rien s'il n'y a pas les 2 autres en effet. Et quand le préfet dit « Mesdames, Messieurs les élus, il faudrait peut-être faire la 2e tranche parce que sinon les crédits vont partir », on répond au préfet « C'est pas grave, reprenez les crédits parce que nous on considère que le tracé il n'est pas optimal et on va faire quelque chose de mieux ». La réalité quand on dit quelque chose comme ça, c'est que c'est qu'on ne va rien faire. Parce que repartir sur un nouveau tracé, c'est repartir pour 20 ans d'études. Et les habitants de la Rocade n'attendront pas 20 ans d'études. Donc oui, je pense aujourd'hui que la DUP, elle tient jusqu'au 31 décembre 2026. La politique étant aussi un rapport de force, il me paraît, à mon sens, urgent de repartir sur un tracé qui existe, d'essayer d'aller rechercher des crédits, de sensibiliser les responsables publics aux problématiques sanitaires et de mettre tout le monde face à ses responsabilités et d'engager un rapport de force, effectivement. Tranche 3. Oui, mais parce que si on change le tracé, on repart pour des études et on ne fera rien pendant 20 ans et ça, c'est inacceptable. Anne-Sophie Rigaud, c'est faux. Votre méconnaissance des dossiers, Monsieur Galzi, est à faire peur. Vous n'étiez pas là au mandat précédent. N'ayez pas peur, Madame Rigaud, n'ayez pas peur, tout va bien se passer. Vous ne savez pas ce qui s'est passé, vous ne pouvez pas parler en ces termes. C'est grâce à
Joël Guin et Cécile L qui se sont fait claquer la porte du bureau du préfet de région que les financements de la tranche 2 de l'ALEO sont partis, ont été fléchés pour les JO 2030. C'est ce que je viens de dire. Contournement Gap Je crois que vous n'avez pas compris ce que je venais de dire alors. Patinoire de Nice. Donc aujourd'hui, les financements de la tranche 2 ne peuvent pas être récupérés. Ce qu'il faut aujourd'hui... Parce que vous n'avez pas compris que la politique, c'est aussi du rapport de force, Madame Rigaud. Oui, sauf que là, aujourd'hui, il faut l'engager. Il nous reste 9 mois pour finir l'année. Comme avec les bailleurs sociaux, il faut l'engager, le rapport de force. C'est impossible de récupérer les financements qui aujourd'hui sont partis pour les JO 2030. Donc ne dites pas n'importe quoi. On s'est battu. Si vous considérez que tout est impossible, Madame Rigaud, il ne faut pas vous présenter. Il ne faut pas vous présenter. Si vous considérez que tout est impossible. Votre méconnaissance des dossiers. C'est quoi votre solution, monsieur. Madame Rigaud? Alors, mais laissez-moi arrêter de me couper la parole toutes les 2 secondes et permettez-moi de présenter mes propositions. La première chose, alors on parle de l'ALEO, on commence par l'ALEO. L'idée, c'est évidemment maintenant qu'on n'a plus de financement pour la tranche 2 actuelle et qu'elle est mortenée, il va falloir lancer la nouvelle LEO 2. Je fais une parenthèse. En novembre 2025, le ministre des Transports, Philippe Tabarot, accompagné de Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, que vous connaissez, je rappelle que vous êtes conseiller régional, oui, a dit plus de crédit, faute d'accord entre les acteurs locaux. Donc, jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Les acteurs locaux, je pense que Madame L et Monsieur Guin en faisaient partie. Aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre solution que d'avancer sur la nouvelle LEO 2, à savoir la poursuite. Laissez-moi terminer, Monsieur Galzi, vous êtes insupportable. Il faut faire des études, il faut oui, justement, mais laissez-moi développer développer mes propositions. L'idée, c'est de, bien évidemment, lancer la nouvelle LEO 2 qui va poursuivre la tranche 1 par le nord des Bouches-du-Rhône, de manière à raccorder le carrefour de Bonpas qui est en train d'être requalifié par le département de Vaucluse, avec un encorbellement au niveau de la zone des Isques que visiblement vous ne connaissez pas, de manière à desservir les zones de stockage de nombreuses entreprises. Pour cela, il va falloir bien évidemment lancer une DUP, une déclaration d'utilité publique. Il va falloir l'inscrire dès le mois d'avril au contrat de plan État-région 2027-2033. Il va falloir lancer évidemment les études environnementales. Dans le même temps, parce que là, évidemment, c'est sur du temps long. Mais vous et moi, on ne sera plus là, Madame Rigaud. Mais surtout vous, j'espère. Laissez-moi poursuivre mes propositions. Nous allons en premier, dès le mois d'avril, supprimer l'abominable plan Faubourg qui est un véritable carnage. Nous allons dans le même temps mettre en place un sens unique autour des remparts en sens inverse des aiguilles d'une montre avec ce que l'on appelle la mise en place d'une onde verte. Ce sont les feux tricolores qui sont connectés entre eux et qui s'alignent au vert dès lors que les automobilistes respectent la limitation des 50 km/h. Et nous allons sur la rocade parce que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait depuis 12 ans. Nous allons installer l'onde verte, sachant que la fibre optique est déjà sur place, que tous les feux tricolores sont équipés de boucles électromagnétiques et que d'ici l'automne, 12 000 €, on passe l'onde verte sur la rocade d'Avignon, ce qui va permettre mécaniquement, dès qu'on fluidifie la circulation, de faire descendre le taux de pollution. J'ai d'autres propositions, un 3e pont, la tranche 2 du tram, mais visiblement, je n'ai pas la possibilité de m'exprimer. Si vous avez la possibilité de vous exprimer, vous êtes même très en avance sur le reste des candidats. Monsieur Fournier, liaison A7, A9, sud d'Orange, et plus de transports en commun. Ça, c'est ce que vous proposez dans votre programme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'avez pas eu le temps de le faire avant. Je pense au développement des transports en commun. Alors là aussi, on est sur une compétence qui échappe à la ville d'Avignon. Mais enfin, bon, il faut rattraper. Finalement, est-ce qu'il faut rattraper votre retard sur les transports en commun? Et après, on parlera de la liaison entre la 7 et la 9. Déjà, il ne s'agit pas du retard de la municipalité, mais celle du Grand Avignon qui est dirigée par la droite. C'est ce que j'ai précisé. Voilà. Donc, ça, c'est une certitude. Sachez qu'il y a 90 millions d'euros d'investissement en termes de mobilité qui n'ont pas été utilisés dans la dernière mandature. Et ça, c'est un véritable scandale, parce que ça veut dire qu'en termes de retard, on prend le double des années de cette mandature, c'est-à-dire 12 ans. Il y a un point qui est important sur les mobilités, si vous me le permettez. Je vous en prie. C'est qu'il faut tenir compte des véritables écueils que subit la ville d'Avignon. Premièrement, il y en a 3. Premièrement, Avignon est quasiment une ville insulaire, entre le Rhône et la Durance, et elle ne peut pas s'étendre contrairement à Montpellier. Deuxièmement, à 5 km à la ronde, il y a 3 départements, 2 régions, d'où complexité administrative pour tout projet. Et troisièmement, au niveau de l'aire urbaine, c'est l'aire urbaine qui s'est le plus développée les 10 dernières années.
On est passé en 30 ans de 300 000 à 580 000 habitants. C'est le constat, la solution. C'est un constat. La solution. Juste dernier point de constat, et je parle des solutions. Et donc, il y a près de 400 000 véhicules au niveau de l'aire urbaine qui ne peuvent pas tous venir sur Avignon. Donc, il faut prendre des solutions. Les solutions, quelles sont-elles? Vous avez parlé de ce qu'il y a dans mon programme, c'est-à-dire la liaison intra-autoroute au niveau d'Orange. Léo, on laisse tomber. On ne laisse pas tomber, mais c'est plus important pour moi ceci. Pourquoi? Parce qu'il y a 150 000 véhicules par jour qui traversent Avignon, passant d'une autoroute à l'autre dans les deux sens et qui n'ont pas besoin d'y s'y arrêter. Et donc, si on supprime par la liaison intra-autoroute, on donne de suite de l'air frais et de l'apaisement pour Avignon. Oui, enfin, ça reste une liaison autoroutière. Hein. Oui, mais ça enlève un Vous n'avez pas le sentiment qu'on déplace le problème? C'est-à-dire c'est pas la seule solution. On désenquiste, si je puis dire, le centre-ville d'Avignon. En fait, on déplace le problème voiture. Absolument pas, parce qu'ils ont un axe de circulation, mais... Oui, mais le nombre de voitures qui va circuler risque même de progresser. D'autoroute à autoroute. Bon. Par contre, vous avez raison, il faut développer les transports en commun, et c'est le rôle de la communauté d'agglomération. Et là, nous avons prévu la création de 5 parkings relais gratuits, surveillés, et pouvant emmener, à part des navettes et des bus au niveau de service. Nous avons prévu l'extension du tram jusqu'à l'île de la Barthelasse, ainsi qu'à Agroparc. Ça permettra de relier... L'extension du tram? Oui, ça permettra de relier les deux universités et le pôle économique au centre-ville. Mathilde Louvain, gratuité des transports, puisque nous étions dans la question des transports avec M. Fournier et l'évocation de ce tram depuis 2014 qui a connu beaucoup de rebondissements ici à Avignon. Gratuité des transports, fin de semaine ou pour les étudiants? Alors, c'est pas tranché? Alors non, c'est pas. Et pas les deux. C'est pas la proposition que nous portons. Et avant de parler des transports en commun, permettez-moi de revenir sur ce qui est de l'ordre du routier, puisque nous avons également des propositions. Juste après, mais là, comme on est sur transports en commun, c'était. Et oui, mais merci. Mais il y a des choses qui n'ont pas été abordées en tant que proposition. Concernant la rocade, donc je suis très contente que les sujets liés à la santé publique et l'écologie soient portés par d'autres candidats et candidates que nous. Mais en effet, de contourner un problème vers d'autres habitants, donc pas des Avignonnais et des Avignonnaises, ça pose une question. À l'endroit de la rocade, on a bien conscience qu'il y a une grosse problématique concernant les poids lourds. C'est les problèmes de sécurité également, c'est des choses qui reviennent régulièrement. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'aller en rapport de force, comme vous le disiez, Monsieur Galzi, pour appliquer la gratuité, notamment sur le tronçon autoroute nord-sud, qui permettrait déjà de désengorger une partie. Autre proposition, de renforcer le pôle multimodal de Courtine, considérant le fret comme une alternative réaliste et tout à fait envisageable. Et donc, il y aurait un travail de vignette des poids lourds qui passeraient sur la rocade, qui seraient autorisés à passer sur la rocade que s'ils iraient en direction de ce pôle de fret. Et sur la question des transports en commun, évidemment, puisque c'est une vision transport en commun pour avoir une ville plus respirable, plus sécurisée à l'endroit des transports. Et donc cette gratuité dont vous parliez, on la fera de manière progressive. Il y a déjà une tarification qui s'applique sur conditions de ressources, mais c'est d'aller plus loin. Et la question des transports en commun, elle ne s'arrête pas à l'agglomération. La ville a des lignes de bus. Et nous, ce qui nous importe, c'est de pouvoir avoir un regard sur les tracés, sur la régularité, parce que faire la gratuité, s'il n'y a pas des tracés et des horaires cohérents, ça ne sert à rien. Et quand on parle d'attractivité, parce que je sais que c'est des sujets que nous partageons ici, quand on parle d'attractivité notamment du centre-ville, il faut bien réfléchir à comment se déplacent nos concitoyens qui n'habitent pas intramuros. Monsieur Fiori, alors vous êtes pas pour la Léo, alors j'ai pas très bien lu votre programme, mais vous êtes pour récupérer l'argent qui a été... non. Vous avez pas de mauvaises informations. Mauvaise information? Oui. Vous êtes sûr? Oui. Bon, pour reconstruire un tunnel? Oui. On est bien d'accord là-dessus. Mais déjà, il faut comprendre... Sous la rocade? Oui. Bon. Je vais commencer par le départ. Avec une végétalisation de la surface? Oui, complètement. C'est un projet Horizon 2035, complètement, mais avant ce projet-là, il y a des solutions à mettre en place. Aujourd'hui, on a un problème d'asphyxie de la ville d'Avignon, parce qu'aujourd'hui, il y a 2 axes circulants, le Tour des Remparts et la rocade, par la fermeture du fameux plan Faubourg, des routes du fameux plan Faubourg. Donc aujourd'hui, déjà, il faut qu'on trouve une solution pour désengorger rapidement la ville, parce qu'en la désengorgeant, on va retrouver aussi l'attractivité et on va faire enfin revenir les gens du Gard, les gens des Bouches-du-Rhône, pour venir consommer à Avignon. Ça, c'est une priorité. Ça fait partie de la l'attractivité. La quotidienneté, c'est la circulation, la propreté et la sécurité.
Ils viennent en voiture. Excusez-moi, les gens de Château-Renard, ils n'ont pas d'autres moyens. Non, mais il peut y avoir des transports en commun, des parkings relais. Quand vous êtes une femme avec 2 ou 3 enfants et une poussette, vous venez en voiture. Le covoiturage, me semble-t-il, aussi proposé par... Oui, tout à fait. Je vous en prie, Monsieur Fiori. Donc juste pour terminer, donc effectivement, il faut que nous retrouvions une fluidité dans la mobilité. Après, nous, la philosophie de la liste Entreprendre pour Avignon, c'est de non opposer les mobilités. C'est-à-dire qu'il y a des jours où vous devez prendre les transports en commun, des jours où vous devez prendre votre voiture, et il y a des jours où vous pouvez partir à pied ou faire du vélo. Donc on va aussi étendre les pistes cyclables autour des remparts. D'accord ? Donc aujourd'hui, en fait, ça ne sert à rien d'opposer. Aujourd'hui, il y a plein d'études qui sont faites où aujourd'hui, une ville, elle est faite pour être circulée. Donc il faut que les gens puissent aller en ville. Et effectivement, il y a des gens qui ne sont que de passage à Avignon. C'est pour cette raison qu'il faut leur faciliter le passage et qu'on va faire un sens unique entre le pont de l'Europe et la porte Saint-Lazare, de manière à ce qu'ils traversent plus rapidement la ville et qu'on ait moins de pollution en périphérie des remparts. 244 km/h, pas km/h. Il serait très très rapide. 244 km de pistes cyclables, puisque j'avais en tête le vélo. Donc 244 km/h, ça va vraiment trop vite pour un vélo. 244 km d'infrastructures de pistes cyclables sur Avignon. Vous comptez faire progresser ce chiffre-là ? La problématique aujourd'hui des pistes cyclables, c'est qu'on a des pistes cyclables qui arrivent sur rien. Donc déjà, il faut qu'on refasse des tracés qui soient courants. Vous allez par exemple Île-de-la-Barthelasse et vous vous retrouvez sur des voies cyclables qui s'arrêtent sur rien. Voilà. Donc déjà, l'idée, c'est de refaire des pistes cyclables qui se bouclent, qui se connectent entre elles, premièrement. Ensuite, pour revenir sur le sujet du tunnel, le tunnel, c'est une solution de santé publique pour les 17 000 habitants des gens qui habitent sur la rocade. Aujourd'hui, on construit des tunnels. Chiffré ? Bien sûr que c'est chiffré. Aujourd'hui, un tunnel sous la rocade, c'est pas plus compliqué à construire qu'un tunnel sous Prado ou qu'un tunnel sous le Toulon ou encore la production de Jean-Michel Aulas qui souhaite faire un tunnel sous Lyon. Toulon, ça a été très compliqué. Hein. Oui, mais ça a été fait. Oui. Ça a été fait. Et là, aujourd'hui, je vous parle de faire un tunnel sous une route, laquelle on végétalisera et on va redonner du sens aux habitants de la rocade. Très rapidement. Très rapidement, on passe je pense, monsieur au Fiori, logement et à la culture. Il reste encore deux thèmes. Très rapidement, je pense que vous oubliez qu'on est en PPRI et le PPRI du Rhône et celui de la Durance, donc votre projet malheureusement est absolument irréalisable. C'est vrai que, donc, sachant on que fait le temps tunnel des sous la travaux, Manche, vous allez il y a de engorger l'eau tout dessus, Avignon. Je voulais juste revenir sur une proposition très rapidement de Madame Louvain, si j'ai bien compris, vous proposez la gratuité de l'autoroute, c'est ça, pour les poids lourds sur le tronçon nord-sud. Entre Avignon Nord et Avignon Sud, si j'ai bien compris. Et je voulais vous remercier parce que vous faites écho à un vœu que j'ai fait voter à l'unanimité des élus du Grand Avignon. L'actuelle majorité aussi, me semble. Vauclusiens comme Gardois, droite comme gauche, et qui, faute malheureusement de volonté politique, est toujours aujourd'hui sur le bureau du ministre des Transports. Juste, oui, non. Extension du tram, oui ou non ? Oui, à condition que... Non, mais c'est très important, à condition que l'étude de solidité du pont d'Aladier le permette. Olivier Gabzi. Oui, et l'étude le permet puisque le Grand Avignon l'a déjà faite. Monsieur Fiori. Oui. Oui, pour une université agroparc, parc d'exposition, Université d'Avignon. Mathilde Louvain. Oui, surtout sur concertation, sur les zones prioritaires, donc agroparc, université, hôpital. David Fournier, vous avez déjà répondu à cette question. On va évoquer le logement. On sait que c'est un enjeu majeur car ici, comme dans beaucoup d'autres villes, vous êtes confrontés à un marché en tension, en particulier le marché locatif et la pénurie de logements accessibles. C'est une problématique qui se retrouve évidemment dans beaucoup de grandes villes et Avignon est confronté à cette question-là. La ville vise 6500 nouveaux logements, Monsieur Fournier, d'ici 10 ans via son PLU, c'est le plan local d'urbanisme. C'est un objectif qui est atteignable, 6500 logements, et sur la mandature ou en combien de temps ? Absolument. De toute façon, déjà, là aussi, il faut faire un éventail de ce qui est possible ou non. Je vais parler de... Oui, très rapidement. Très rapidement. Premièrement, on n'a plus de bailleurs sociaux dans le département et c'est un véritable problème. C'est une hérésie bailleurs sociaux publics, pardon. Et c'est une véritable hérésie. Deuxièmement, les moyens d'action de la ville, elles sont, vous venez de l'évoquer, à travers les AC, à travers les garanties d'emprunt, et on a une limite d'action sur ce sujet. Par contre, on a une véritable volonté, c'est de créer à travers les AC
des constructions intergénérationnelles. On a une véritable volonté, c'est de peser sur les bailleurs sociaux à travers les garanties d'emprunt. Et une véritable volonté également, c'est à travers le nouveau plan de rénovation urbaine que vous venez d'évoquer, qui est avec une dotation de l'État globale de 120 millions d'euros. Et grâce à ça, nous allons pouvoir... 500 logements. Absolument, rénover et embellir la ville grâce à cet investissement qui s'effectue depuis déjà plusieurs mandatures. Anne-Sophie Rigaud, il faut construire plus de logements. 6500, c'est un chiffre... Alors, c'est énorme. Je ne sais pas où M. Fournier va chercher ces chiffres. Permettez-moi quand même de rappeler les taux de la loi SRU. Normalement, c'est 25%. Nous étions à 33% sur Avignon. On est descendu à 28%. On remonte à 30%. Donc, très nettement au-dessus de la loi. Hein. On est largement au-dessus de la loi sur Avignon. Après, il faut trouver un équilibre entre, en effet, les logements sociaux et l'accès à la propriété. Le problème d'Avignon, c'est qu'il y a énormément de logements insalubres qui souffrent d'humidité, de champignons, qui sont infestés par des rats, qui sont infestés par des blattes. Et permettez-moi de m'étonner, à plusieurs reprises durant ce mandat, la municipalité sortante a fait voter des exonérations de taxes foncières sur les propriétés bâties à l'attention des bailleurs sociaux. Plus de 2 millions d'euros qui ne sont pas rentrés dans les caisses de la ville et qui n'ont pas été redistribués dans les différentes résidences sociales, alors qu'elles devaient justement servir à apporter plus de sécurité et à améliorer le cadre de vie. Donc je reviendrai évidemment sur cette mesure, 2 millions d'euros que je vais faire revenir dans les caisses de la ville. Après, on a un problème d'habitat indigne et on a un problème aussi de mutation au sein du parc social. Et je pense que la ville, en effet, peut être porteur de ce projet et inciter les bailleurs sociaux. Contre l'habitat indigne, vous faites quoi ? L'habitat indigne. Alors, j'ai la proposition d'une expérimentation d'un permis de louer qui sera une garantie et pour les propriétaires et pour les locataires et qui servira aussi aux étudiants qui ne savent pas que quand ils viennent pour une année sur Avignon, le propriétaire n'a pas le droit de les mettre dehors au 30 avril ou au 31 mai parce qu'ils ont envie de faire du locatif durant l'été. Ça, c'est une première proposition. Je pense céder aussi aux bailleurs sociaux une parcelle de voie publique qui va permettre de la pose de clôtures afin de sécuriser les différents logements sociaux et d'entretenir leur cadre de vie. Et il faudra poursuivre, 1, la rénovation urbaine et 2, la construction de petits pavillons à destination des familles et des primo-accédants. Mathilde Louvain, sur la question du logement. Et évidemment, ça fait partie de votre ADN et on sent que c'est quelque chose qui est très prégnant dans les propositions qui sont les vôtres. Il y a entre autres l'encadrement des loyers. Comment est-ce qu'on encadre des loyers ? On sait que c'est toujours quelque chose de compliqué et qui pose la question de savoir si le fait d'encadrer les loyers, ça ne va pas faire fuir d'éventuels propriétaires qui craignent que l'augmentation ne soit pas prise en compte par les locataires. Alors, si vous trouvez un propriétaire à Avignon, puisque parmi les propriétaires, notamment d'Airbnb, il y a des multipropriétaires qui ont entre 3 et 4 logements. Si vous trouvez un propriétaire à Avignon qui, parce qu'on encadre des loyers qui sont sur des sommes astronomiques, part d'Avignon, je veux bien le rencontrer. Parce que quand on a justement... Je suis sûr qu'il y en a. Oui, mais croyez-moi que vu les tarifs qui sont appliqués sur la saison estivale, on est tout à fait en droit d'appliquer cet encadrement des loyers qui ne se fait pas seul, qui se fait en lien avec la préfecture et on en a bien conscience. Sur la question du logement à Avignon, ce qui est important de rappeler, c'est que c'est les deux faces d'une même pièce. Puisque oui, c'est un miroir des inégalités à Avignon. Au quotidien, des habitants et des habitantes vivent dans la détresse, dans du logement insalubre, ça a été rappelé. On a un bailleur social qui est défaillant et on a des bailleurs privés qui sont tout puissants. Donc oui, la ville doit avoir un rapport de force. Et plus que ça, notamment considérant le grand état habitat, je trouve ça assez étonnant que la mairie ne soit pas conseil d'administration, par exemple. Et ça fait partie de notre programme, quand on défend le vivre dignement, d'être beaucoup plus près de ces instances en termes de gestion. C'est un droit que nous devons prendre de manière très spécifique. Et sur la question de l'été, il y a l'encadrement des loyers, il y a aussi la question de la taxe de séjour qui est très importante puisque pour le moment, nous ne sommes pas alignés sur les barèmes nationaux. Ça se joue en quelques dizaines de centimes d'euros. Et pourtant, ça ramène de la ressource à la ville. Donc nous, en termes de mesures, ce qu'on proposera en plus de l'encadrement des loyers, c'est un pôle logement avec des brigades de contrôle à la fois du logement insalubre et de la location. Et donc ça représente par exemple 4 équivalents temps plein, 160 000 euros. Et si on fait un petit calcul rapide de la taxe de séjour et comment on peut avoir une petite ressource, si on augmente de quelques centimes par personne, par touriste qui vient, on arrive assez facilement à 80 000 euros.
brigade pour lutter contre l'insalubrité. Contre l'insalubrité et la spéculation immobilière. Olivier Galzi, aider les classes moyennes à accéder à la propriété et lutte contre les vacances, parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de logements qui sont vides, essentiellement dans le centre-ville d'Avignon. Oui, mais je voudrais d'abord, parce que ça va probablement vous surprendre, mais je suis absolument d'accord, effectivement, avec Madame Louvain. Je ne suis pas surpris. Et avec ce qu'elle vient de dire. Je suis ravie que vous avez parlé tout à l'heure d'ailleurs de bailleur social et d'être en rapport de force. Absolument. Et c'est là-dessus que je suis d'accord avec vous, si ce n'est que vous ne dites pas comment vous allez faire, vous dites qu'il faut être au conseil d'administration de Grand Delta Habitat. Parler de brigade d'inspection, c'est assez clair. Et moi, je pense effectivement que la mairie a un levier qu'elle n'utilise pas. Hein. Vous savez que les bailleurs sociaux bénéficient d'un abattement sur le foncier à hauteur de 60% payés par la ville. Et effectivement, je pense qu'à partir du moment où la ville fait cette ristourne fiscale sur le foncier, elle doit pouvoir exiger en contrepartie un entretien irréprochable des logements, parce qu'il n'est absolument pas normal aujourd'hui qu'on ait des logements insalubres. Qu'on ait des logements insalubres avec de la moisissure sur les murs, avec des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, parfois avec des périodes de chauffage qui ne fonctionnent pas pendant beaucoup trop longtemps pendant l'hiver. Et donc je pense que la mairie doit à un moment donné demander et vérifier à ce que ces engagements soient respectés. Et donc on souhaite mettre des comités de vigilance. Sur la question du logement social en général, effectivement, nous parlons d'une proposition de 150 logements par an pour la classe moyenne. C'est pas seulement pour la classe moyenne, c'est vrai que la classe moyenne, elle est un peu l'oubliée à un moment donné de ces politiques-là, c'est-à-dire qu'elle gagne trop pour pouvoir avoir du social, mais elle gagne pas assez pour se loger dans le privé. Et par ailleurs, ceux qui sont dans l'hyper-social, ils n'ont qu'une envie, c'est d'avoir un parcours de progression. Et aujourd'hui, finalement, on leur propose pas ce parcours. Je pense que c'est important qu'on n'assigne pas à résidence dans des ghettos avec ce qu'on appelle du PLAI, c'est-à-dire du logement hyper-social. On en a 80% du parc de logement social à Avignon, c'est du PLAI. 80% du PLAI dans le Vaucluse, c'est à Avignon. Quand on a compris ces deux chiffres, on a compris quoi? On a créé des poches de ghetto et d'hyper-précarité. On peut se demander pour quelles raisons. Certains disent c'est à des fins électorales. Je n'irai pas jusque-là. En tout cas, moi, ce que je souhaite, ce n'est pas maintenir des populations dans une hyper-précarité avec la tête à peine hors de l'eau, mais c'est leur proposer un parcours qui pourra aller à terme jusqu'à l'accession à la propriété. C'est donc votre projet social. On le découvre enfin. Pour le logement. Vous devriez aller sur mon site internet, tout ça est déjà écrit. Je le connais par cœur. Monsieur Fiori. Donc je vais répondre à la question, Monsieur Galdi, c'est 2,5 millions d'euros, à la question que je vous ai posée. D'accord ? Quelle question, pardon ? À la question des 60% par rapport à la participation de la mairie sur la taxe foncière. Oui, c'est bien. Ça représente 2,5 millions d'euros. C'est très bien. Donc c'est un levier important que nous avons face c'est bien. à Grand Delta. Vous voyez, on est d'accord, Monsieur Fiori. Monsieur Fiori. Juste pour revenir sur le logement, aujourd'hui, la ville se vide de ses habitants parce que la ville n'est plus attractive. Et donc, le logement reviendra à partir du moment où on assurera tout ce que nous avons dit préalablement, à savoir assurer la quotidienneté des Avignonnais, la propreté, la circulation et la sécurité. D'accord ? Donc ça, c'est le préalable, si vous voulez, pour pouvoir avoir une action sur le logement. Par rapport au logement, aujourd'hui, nous avons un tiers des Avignonnais qui vivent en quartier prioritaire. D'accord ? Un tiers. C'est 30 600 habitants et un tiers de la population avignonnaise vit sous le seuil de pauvreté. 30%, absolument. Donc, effectivement. Voire 60 dans certains quartiers. Et aujourd'hui, 30% à l'échelle de la ville. nous avons un parc de logement social qui est de 34% quand la loi nous impose 25%. Donc, c'est ce qui explique aussi la situation. Donc, il ne faut pas construire Donc, aujourd'hui, j'ai dit stop. Le 30 septembre, bon, c'était ma première mesure. J'ai dit stop pour la construction de logements sociaux. Stop, on arrête. Voilà, il faut arrêter. J'ai mis dans mes mesures, pour inciter les propriétaires à louer, une garantie locative municipale pour couvrir les propriétaires et les aider, en fait, les locataires avec des revenus plus modestes à pouvoir venir réhabiter, que ce soit dans l'intramuros ou l'extramuros. J'ai prévu aussi de créer une SEM pour accompagner les seniors, les étudiants et les personnes monoparentales en difficulté afin de les loger plus facilement. Ça fait des structures. Alors aujourd'hui, il faut savoir que la ville est propriétaire de 500 000 m². Oui. D'accord ? Donc si vous voulez, on ne va pas racheter, on va juste réaménager. D'accord. Et sur la régulation des locations saisonnières. J'aimerais avoir votre avis là-dessus. C'est un vrai sujet. Depuis 2020, non, juste une précision. Depuis le début
depuis le début de l'année, des mesures ont été prises par... Vous confirmez, M. Fournier, par la mairie, déclaration obligatoire des propriétaires, limitation à 90 nuits par an. Alors après, se pose la question de la surveillance. Est-ce que ça va dans le bon sens, à votre avis, ou vous qui êtes plutôt un libéral, c'est une contrainte supplémentaire qui peut freiner le marché du... Aujourd'hui, la problématique de cette contrainte-là, c'est que si vous passez en mode sociétal, vous n'êtes plus limité par ce nombre de locations de 90 jours. Donc en fait, on peut contourner très facilement la loi. Après, aujourd'hui, Avignon, vous avez beaucoup de commerces qui vivent grâce au Airbnb. Donc il faut arriver à trouver le juste équilibre entre les locations à l'année et les locations saisonnières. Et peut-être juste rappeler que je me permets sur ce sujet qu'il y a quand même 15% de bâtis vacants dans la ville d'Avignon. C'est énorme à l'échelle. Alors, on va être précis dans les termes. On peut faire de la préemption. Quand on est une commune, évidemment que ça a du sens pour pouvoir transformer des bâtis en logements, puisqu'encore une fois, 15%, c'est un record à l'échelle de la région. C'est d'être malin dans cette préemption à visée sociale notamment. Et rappeler, moi je suis un peu en désaccord avec vous, Monsieur Fiori, sur la question de l'attractivité. C'est qu'en effet, la ville, notamment Intramuros, elle s'est vidée de ses habitants et de ses habitantes, préemptée. Quand on est une mairie. D'accord. Mais ça veut dire quoi, sur un logement privé? Il y a 8600 logements vacants qui sont privés, ça veut dire quoi? C'est quoi la différence? Alors moi, je parlais de préempter, c'est-à-dire que vous prenez la main, si je puis dire. Oui, tout à fait. C'est ce que je dis, et sur la rénovation pour pouvoir en faire des logements. Et sur cette question de l'attractivité du centre-ville, permettez-moi de répondre à Monsieur Fioré, je ne vous adressais pas la parole. Donc sur cette question de l'intramuros, en fait, ça s'est vidé de ses habitants. L'attractivité, elle revient aussi si on a une politique pour repeupler le centre-ville. On le sait maintenant, il me semble, je vous regarde Monsieur Fournier, qu'on est à peu près à 11 000, 12 000 habitants grand maximum intramuros. C'est pas énorme, sachant que moi, dans ma propre rue, tous les rez-de-chaussée, ce sont des Airbnb. Alors, on arrive au terme de cette émission. On va malheureusement pas évoquer la thématique culture parce qu'on a largement et allègrement dépassé le temps qui nous est... Pour la ville d'Avignon, je trouve ça quand même très dommage qu'on n'aborde absolument pas ce sujet et qui est central dans l'attractivité de la ville. Je regarde les autorités qui sont là. Je vois Samuel Pelletier qui est notre directeur régional. Samuel, est-ce qu'on peut prolonger un petit peu? On y va. Très bien. Alors, vous l'avez dit, Mathilde Louvain. Non, mais c'est absolument, et vous avez raison, c'est un point qui est un point fondamental. Avignon, capitale du théâtre en France, avec évidemment le Festival d'Avignon. C'est un poids économique très important pour la ville, entre 100 et 150 millions d'euros, Monsieur Fournier, puisque vous êtes en charge, pas de la culture, mais aux affaires au sein de la ville d'Avignon, entre 100 et 150 millions de retombées économiques. Question, parce que ça aussi, c'est une petite musique qui revient assez régulièrement de la part des Avignonnais. Et le reste de l'année, est-ce qu'il se passe des choses? Alors moi, j'habite pas à Avignon. Je voulais savoir que si je viens, par exemple, en plein mois de février, est-ce que je vais trouver une activité culturelle qui va me satisfaire? Avignon est une ville très riche en termes de culture. Alors tout le monde connaît évidemment le festival. Donc ça toute l'année. Mais il y a des activités toute l'année. Il y a Festivaire pendant le mois de janvier jusqu'à février qui est présent. Nous avons des scènes permanentes avec des théâtres qui sont actifs toute l'année et d'ailleurs qui sont conventionnés par la mairie, qui ont une autre activité que de proposer des animations culturelles. Il y a un lien avec la population au niveau culturel, mais aussi associatif. Oui, il y a plein de jeunes qui disent, on a rencontré quelques-uns dans la rue, qui nous disent il y a le Festival d'Avignon, mais c'est pas forcément pour nous. Et puis le reste de l'année, c'est compliqué, quoi. Mais pourtant, il y a un nombre d'activités. Je vous cite ce qui s'est passé. Et puis, dans notre programme, on a aussi d'autres ambitions à nouveau. On a Cheval Passion, qui est le plus grand festival équestre d'Europe, au mois de janvier également. Donc, on a également pas mal d'activités. Cependant, il faut développer encore, puisque à travers les parcours culturels, on permet à des jeunes aussi de travailler, de se sortir, de s'épanouir, de se sortir de certaines situations complexes, et c'est important pour une ville d'Avignon. Et puis surtout, ce que je voulais vous dire, c'est que les acteurs culturels sont conventionnés et ont des actions
permanente dans les quartiers et dans leur théâtre. Il y a des échanges avec les écoles et avec notamment des populations en difficulté. Anne-Sophie Rigaud, oui, en partagez effet, le même constat. En effet, alors on a la chance d'avoir une ville qui a un patrimoine et une histoire exceptionnelle et extraordinaire, qui est connue aux quatre coins de la planète. Malheureusement, en effet, je rejoins votre constat qui est celui de dire que malheureusement, Avignon ne vit culturellement que 3 semaines pendant le mois de juillet. Il faut au contraire faire vibrer notre ville 12 mois par an. Moi, j'ai 4 enfants entre 17 et 24 ans. Je peux vous dire que quand les aînés commençaient leurs études universitaires, évidemment, Montpellier ou Aix-en-Provence, pour ne pas les citer, le week-end, ils ne rentraient pas parce qu'ils me disaient « Maman, il n'y a rien à faire sur Avignon. Ouais. » Donc cette ville, il faut la faire... Pardon ? Vous faites quoi pour faire en sorte alors, que vos nous enfants avons puissent sortir et s'amuser à Avignon, nous avons un programme qui festival. est assez riche en nombre de propositions. Évidemment, nous avons, alors vous parliez du mois de février, nous avons comme projet un grand salon du livre au mois de février, avec des dédicaces notamment au Palais des Papes. Nous avons la poursuite des États généraux de la culture, qui était dans mon programme en 2020, idée qui m'a été piquée par la majorité sortante, sauf que je n'avais pas donné les modalités de la mise en œuvre. Aujourd'hui, je pense que ces États généraux, ils doivent avoir lieu non pas au Théâtre Benoît XII, mais au Palais des Papes et en présence du ministre de la Culture et de tous les acteurs culturels locaux. Nous avons évidemment comme projet le maintien des subventions au Festival IN, au Festival OFF, aux scènes permanentes. Je me suis laissé dire... Toutes les subventions sont maintenues. Toutes les subventions sont maintenues. Je me suis laissé dire. Thiago Rodriguez. Je me suis laissé dire. Alors je vais vous répondre, Monsieur Bézard. Je me suis laissé dire. Oui, mais je vais vous répondre et j'ai la réponse. Je me suis laissé dire qu'il se dirait en ville que Monsieur Galzi, lors des réunions d'appartements, dirait qu'il allait réduire les subventions aux scènes permanentes pour les redistribuer à des petites troupes. Ça serait intéressant d'avoir son avis là-dessus. Vous ne devriez pas vous laisser dire des choses, Madame Rigaud. Nous allons créer une grande aréna qui va permettre d'accueillir des concerts et des spectacles. En poste jusqu'en 2030. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. Monsieur Bézard, je vais vous répondre. En 2014, je vais vous mettre répondre. Les Avignonnais en garde contre une élection du Rassemblement national. Alors, est-ce que vous le gardez ou pas? Oui ou non? Permettez-moi de vous répondre. En 2014, Olivier Py avait dit que si Philippe Lotio passait, il délocaliserait le Festival d'Avignon. Il était de bon ton de lui répondre que le Festival d'Avignon appartient à Avignon et aux Avignonnais, donc il n'aurait pas pu le faire. Là, en 2026, il y a une nette progression. Thiago Rodriguez a dit que si je passais, il ne travaillerait pas avec moi. Je ne sais pas si vous avez l'habitude, je ne sais pas si vous valsez, Monsieur Bézard, mais quand pour danser, il faut être 2. Je ne vois pas comment Monsieur Rodriguez, pendant toute la durée de mon mandat, va faire pour signer les conventions d'objectifs financiers et les conventions de mise à disposition des bâtiments municipaux s'il ne veut pas se mettre autour de la table avec moi. La nuit d'Avignon, c'est en juillet 2024, une veillée antifasciste, même s'il revendique le fait que le festival... Vous ne partagez peut-être pas les mêmes cultures, Madame Rigaud. Et c'est dans l'esprit original de Jean Vilar en 1947. On est très loin du théâtre populaire de Jean Vilar. Et permettez-moi de vous dire que si Monsieur Thiago Rodriguez n'est pas heureux sur Avignon, il n'est qu'un simple salarié nommé par le ministre de la Culture, libre à lui de partir. Avec l'invective, il en sera ravi quand il vous écoutera, Madame Rigaud. Avec avis du maire de la ville. C'est le ministère de la Culture qui a décidé, après avis de... Ce n'est pas la ville qui choisit qui sera le prochain directeur de la ville d'Avignon. La ville est décisionnaire, mais c'est le ministre de la Culture. Alors, je crois que ce dont Avignon a besoin, c'est pas d'énièmes états généraux de la culture, c'est pas d'une danse entre Madame Rigaud et le patron du festival. Ce dont Avignon a besoin, c'est de rallumer les feux au-delà, effectivement, de ces 3 semaines par an. On est très content que ça brille pendant 3 semaines par an, mais il faut que ça brille plus à d'autres moments de l'année. Donc on a proposé des festivals qui vont s'appuyer sur des cultures de territoire, parce qu'il y a différents types de cultures, mais aussi des cultures populaires de territoire. Certaines ont été développées dans d'autres territoires où ça a fonctionné. Ici, par exemple, on est une ville médiévale avec un patrimoine exceptionnel. On pourrait faire effectivement des grandes journées médiévales. J'ai proposé aussi au printemps de faire un grand festival du retour de la lumière et d'allumer et de rallumer les feux autour de notre beau patrimoine. Sur la question des musées, on a de la gratuité pour les non-avignonnais. Ah non, gratuit pour les Avignonnais, mais pas pour les visiteurs. Je suis désolé, la culture, c'est pas gratuit. C'est comme les transports, c'est comme le reste. Tout a un coût. Et en général,
général, il y en a qui le payent. Et ceux qui le payent aujourd'hui, c'est ceux qui payent leurs impôts à Avignon. Donc il ne me paraît pas étonnant que des visiteurs qui viennent de l'extérieur payent leur écho à la culture et à nos musées en payant un billet. Ce que je voulais dire sur ces musées, on a 6 musées municipaux, on a des fondations, on a des pépites, et je crois qu'on ne communique pas assez bien sur nos atouts. Ça, c'est un des grands problèmes aujourd'hui à Avignon. Et on doit à un moment donné générer ce qu'on appelle un marketing culturel qui va démontrer à tout le monde qu'on est en réalité un grand musée vivant à ciel ouvert et que quand on aime la culture, on doit venir à Avignon. Et puis d'une façon générale aussi, peut-être pas seulement parler du patrimoine et de ce qui a été, mais de ce qui sera et de ce qui est déjà avec l'école des nouvelles images, qui est aujourd'hui une école absolument incroyable, qui nous fait briller dans le monde entier. Je pense que la position d'Avignon dans la culture, c'est de devenir demain la capitale des industries culturelles et créatives, aussi parce que c'est porteur d'économie et d'emploi. Mathilde Louvain, et après évidemment... Alors, pour reprendre vos termes, vous parlez d'Avignon comme une marque. Je me permets de répondre. Allez-y. Avignon comme une marque et le marketing culturel. Moi, la question que je me pose, c'est quelle vision vous avez pour une politique culturelle publique des arts et de la culture à Avignon, puisque c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Quelle est la vôtre ? Justement, parce qu'on est très attaché à ce service public de la culture, avec une nouvelle gouvernance et une nouvelle vision plus concertée avec les acteurs culturels avignonnais, dans l'objectif de la faire vivre ou vibrer, comme vous disiez Madame Rigaud, à l'année, avec un enjeu de taille qui est celui, 1, de la diversité culturelle et 2, de la mise en partage de cette culture. Parce qu'on ne peut pas parler... Ça veut dire quoi ? Alors la mise en partage de la culture, c'est la question de l'accessibilité pour toutes et tous. Donc on ne peut pas développer des projets si on ne pense pas à cette question-là. Ce n'est pas qu'une question sociale, c'est une question, encore une fois, de valoriser ce travail donc de patrimoine, de spectacle vivant auprès de toutes et tous. Et pour ce faire, il faut évidemment qu'on puisse accompagner notamment les structures sociales, les centres sociaux qui font déjà un travail formidable, mais de pouvoir les refinancer pour qu'il y ait des parcours qui puissent se faire. Parce que si cette ville, elle ne vibre que pour un certain nombre, nous ne sommes pas dans notre endroit de bien commun et d'intérêt général et surtout de théâtre de service public. Le festival d'Avignon, ça concerne une minorité d'Avignonnais ? Pas du tout. Non. Alors non, par contre je pense qu'il y a des efforts à faire, j'en ai tout à fait conscience, on en a conscience avec notre liste et d'ailleurs dans notre liste nous avons beaucoup d'acteurs et d'actrices culturelles et j'en suis ravie. Donc cette vision elle doit se voir dans le temps et sur le territoire global de la ville. Je regrette que vous ne parliez pas de la ville dans sa globalité, à moins que vos fêtes médiévales puissent se faire en interquartier, ce qui serait une très bonne chose. Donc quand même d'imaginer que cette culture elle puisse être implantée de manière plus durable avec des équipements qui soient refinancés au long cours et qui puissent s'adresser à toutes et tous. Monsieur Fiori, sur la culture. D'abord, quel est votre constat ? Est-ce que vous partagez le constat de... Alors, considère que, hors les 3 semaines de festival, il y a peut-être des progrès, des efforts à faire. Complètement. Aujourd'hui, les 3 semaines de festival ne suffisent plus à faire vivre les commerces le reste de l'année. Aujourd'hui, quand on est commerçant, on aimerait fermer les yeux le 1er novembre et les ouvrir le 1er avril, tellement la ville est morte pendant cette période-là. Donc effectivement, on a une ville qui a été orientée vers un tourisme culturel et pas un tourisme économique. Donc effectivement, il va falloir lier la culture, la gastronomie, tous les atouts que nous avons au sein du territoire pour faire venir les touristes de la France, mais du monde également, mais pas seulement pendant les périodes estivales. On étale sur l'année. Mais on étale sur toute l'année, voilà, pour faire vivre les commerces. Monsieur Fournier, oui, on va arrêter là. Oui, très rapidement dire que le Festival d'Avignon a une emprise importante, économique également en termes de retombées, puisque pour certains commerçants, ça représente jusqu'à 60% de leur chiffre d'affaires annuel. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et nous, dans notre programme, nous voulons non seulement amplifier ça, mais avoir un plan ville-vente sur l'ensemble de l'année, mais un festival de rue, cinéma et événements populaires. Merci à tous les 5 d'avoir accepté de confronter vos programmes et d'avoir exposé vos divergences. Quelques petits points d'accord, mais voilà, j'estime que nous avons rempli notre mission de télévision de service public. Voilà, en vous laissant la possibilité sur un temps long de pouvoir vous exprimer. Merci beaucoup. Premier tour des élections municipales le 15 mars. Merci de votre fidélité. Merci à vous. Très vite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.